Bonsoir à toutes et tous, et donc bienvenue pour cette rencontre débat qu'on a intitulé « Travail, écologie, quelle perspective pour la recherche et le syndicalisme ». C'est Vincent Gay et moi-même Alexis qui allons animer cette rencontre. David Gaborio, le troisième co-directeur du numéro autour duquel on a organisé cette rencontre, n'a pas pu venir pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il est coincé dans un train, il espère arriver tout juste. Bon, donc il n'arrive pas à nous rejoindre. L'idée de cette rencontre, c'est de donner la parole à des chercheurs, chercheuses, militantes, militants qui ont contribué ou dont il est question, à qui la parole a été donnée dans ce numéro de la revue Les Mondes du Travail, intitulé Travail Écologie. C'est Vincent qui va vous présenter le numéro. Moi, je vais vous parler très rapidement du cadre. Donc, c'est une rencontre qui a lieu dans le cadre d'une série de discussions qu'on a lancée il y a à peu près un an, qu'on a appelé Travail, Santé, Écologie, avec les ateliers Travail et Démocratie, l'association Henri Pézra, Travail, Santé, Environnement, et l'UD-CGT Paris. Et donc, notre idée, c'était de proposer des discussions de 2 heures comme ça, autour d'enquêtes, de luttes, de parutions, liées vraiment à cette question, comment les luttes du travail, le syndicalisme peuvent rencontrer la question de l'écologie, de quelle manière, en faisant fonctionner quelles alliances, quelles questions ça pose pour l'activité syndicale, et inversement, comment l'écologie politique et le mouvement écologiste peut rencontrer la question du travail. Et donc est assez centrale dans ces rencontres cette question de la manière dont écologistes et travailleurs, travailleuses et syndicalistes peuvent se rencontrer et nouer des alliances, des coopérations, avec aussi tous les problèmes, les obstacles qui peuvent exister. Très rapidement, on a fait pour l'instant 2 rencontres, une autour du travail forestier. Et d'ailleurs, la première intervenante, Charlotte Glinel, qui va parler là juste après, y avait participé déjà avec des syndicalistes et des militants écolos autour de la lutte de l'ONF, Office national des forêts, et de l'appel pour les forêts vivantes. Et la deuxième rencontre, c'était plutôt autour des questions des aménagements des JO en Seine-Saint-Denis et comment les luttes habitantes peuvent ou pas rencontrer les préoccupations et aussi les luttes des travailleurs, travailleuses et syndicalistes des chantiers du Grand Paris. Donc là, voilà, on est très content d'organiser cette troisième rencontre. Il y en aura d'autres ensuite. Et je passe tout de suite la parole à Vincent. Merci Alexis. Oui, très rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, juste pour dire quelques mots sur ce numéro. Alors, il paraît dans une revue qui a un statut un peu particulier, parce que c'est une revue à vocation un peu académique, mais avec une forte dimension politique et militante. Et ce numéro, il est aussi à cette image-là, avec l'idée que, bien sûr, il fallait qu'on discute de choses qui ne sont pas complètement nouvelles, mais qui, en tout cas, qui interrogent les milieux militants depuis un certain temps, notamment les convergences, les articulations ou les tensions dans les rencontres entre écologistes et syndicalistes, alors toutes catégories qui sont par ailleurs discutables, mais notamment effectivement là en partie par le prisme des organisations écologistes et des organisations syndicales, mais que au-delà de cette question-là, et donc à laquelle on a consacré deux articles, un qui est en gros un état des lieux des débats aujourd'hui qui traversent le syndicalisme à la fois européen et français sur cette question-là, et puis un cas plus concret autour d'une lutte qui a vu une rencontre entre des syndicalistes de la raffinerie Total de Grand Puy et des organisations, des ONG environnementalistes. Mais au-delà de cette question strictement syndicale, il y a derrière cette question-là la question du travail. Et il nous a semblé que autant effectivement les débats syndicaux pouvaient être intéressants, qui progressaient, qu'il y avait effectivement une
préoccupation beaucoup plus forte que ne serait-ce il y a 5 ou 10 ans, autant la question du travail restait toujours un peu invisibilisée ou en tout cas difficile à appréhender, hein, parce que bien sûr le travail c'est beaucoup de choses très différentes, les métiers, les professions, l'acte même de travail, les expositions aux nuisances dans le monde du travail faisaient que voilà, ça reste un objet essentiel et en même temps difficile à appréhender pour les syndicalistes et qui par ailleurs se posent bien sûr des questions sur le travail mais qui sont pas toujours évidentes à traiter d'un point de vue militant, et donc il nous semblait de faire un détour par la question du travail en lui-même et à travers des gens qui travaillent sur cette question-là, des sociologues du travail notamment, nous semblait nécessaire. Donc on a pris on a fait un appel et on a eu des réponses sur plusieurs cas, sur la question de la transformation des déchets, sur la question du travail forestier, sur la question des jardiniers. Alors ça a beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses différentes. C'est pas forcément les métiers auxquels on pense en premier lieu, alors qu'effectivement, hein, les travailleurs sur une plateforme pétrolière, auquel est consacré aussi un article, est quelque chose de peut-être plus évident. Mais on a encore été peut-être plus loin dans le côté plus particulier, puisqu'il y a aussi un article qui est consacré au cinéma et à l'audiovisuel, hein, secteur auquel on ne pense pas forcément quand on évoque les questions du travail et de l'environnement. Et puis on a essayé de couvrir ça un peu par déjà une introduction dans laquelle on essaye de présenter un état des lieux, non pas exhaustif, mais en tout cas qui donne un certain nombre de pistes, y compris de lecture, où en sont ces questions-là, à la fois dans les écrits des sciences sociales, de la philosophie politique et des écrits plus militants. Et puis on a ajouté à ça un entretien croisé autour de la sociologie du travail, de l'écologie politique et de la question paysanne. Alors, on n'a pas d'article spécifiquement sur le travail paysan uniquement, hein, mais c'est cet entretien avec Jocelyne Porcher et Geneviève Pleuveau qui aborde quand même cette question-là, tout en la connectant, hein, avec des enjeux politiques plus importants. Voilà. Donc pour une rapide présentation, on va rentrer un peu plus dans le détail avec à la fois une partie des auteurs, mais aussi des acteurs syndicaux et associatifs qui ont d'une certaine façon aussi contribué à toutes ces réflexions-là. On va faire une série de quelques questions un peu pour présenter un peu plus les choses, et puis ensuite on discutera tous ensemble après les questions. Voilà. Eh ben, je pose la première question, allons-y. Donc l'idée, voilà, on a à peu près trois quarts d'heure autour de 3 questions qu'on a proposé de poser aux autrices et auteurs et aussi à des militantes et militants dont il est question dans ces articles. Alors la première, assez simplement, quels résultats de la recherche en sciences sociales et notamment de vos travaux, de vos recherches sur les enjeux écologiques du travail sont utiles pour les militantes syndicalistes et écologistes? Je disais ça assez simplement, c'est pas forcément une question si facile. On a proposé de poser cette question à Charlotte Glinel et Samuel Zarka. L'idée, hein, à chaque fois dans ces questions, c'est de lancer la discussion autour de comment recherche et puis militantisme sur ces questions d'enjeux écologiques du travail peuvent avancer ensemble et discuter. Charlotte, tu commences, ça te va? Bonjour à toutes et à tous, et merci à vous pour la coordination de ce numéro qui est vraiment intéressant. Je vous recommande la lecture parce que elle est assez nouvelle en fait dans le champ quand même sociologie français. Il n'y a pas eu tant de travaux qui ont de front mêlé ces questions d'écologie et de sociologie du travail. Donc moi, comme tu l'as dit rapidement, je suis en train de réaliser une thèse sur les transformations des politiques forestières françaises dans le cadre du réchauffement climatique. Et mon entrée, en fait, c'est par le travail, c'est d'essayer de comprendre le travail de gestionnaire, comme celui de Frédéric Bedel, ici présent, qui est ingénieur forestier à l'Office national des forêts. Donc ce qui m'intéresse, à la fois, c'est de comprendre le travail comme une activité productive qui transforme la nature, les forêts, et donc comprendre à travers les effets sur l'environnement tous les enjeux politiques que ça suscite, toutes les controverses techniques qui dépassent la seule arène professionnelle forestière aujourd'hui. Tout le monde a un peu sa petite idée de ce qui peut se passer parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias, et en même temps,
le premier intérêt que je trouverais dans les sciences sociales, c'est justement de dire, fondamentalement, les sciences sociales, c'est l'empirisme. C'est des enquêtes empiriques, aller prendre le temps, pas le temps du journalisme, mais le temps de la recherche. Ça dure longtemps, une thèse. Ça dure en moyenne 5 ans en sociologie, pour aller comprendre des milieux sociaux et essayer de les restituer. Donc, un des premiers petits apports des sciences sociales, je dirais, dans ce sens, il se nourrit, je dirais, au moment de l'enquête. Parce qu'en fait, au moment de l'enquête, on rencontre des personnes et on leur dit qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Et en fait, il y a déjà un truc énorme qui se passe, c'est la reconnaissance, une forme de reconnaissance du travail. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que moi, je dirais qu'on a plus de choses à apprendre des gens avec qui on travaille plutôt qu'on a des choses à leur apprendre quelque part. Mais mine de rien, en resituant ces recherches vis-à-vis d'autres recherches en cours ou passées, en fait, l'intérêt des sciences sociales, que ce soit l'histoire, la sociologie ou autre du travail, ça va être de comprendre, de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs et dans d'autres contextes historiques. Et donc à ce niveau-là, dans les gros travaux récents et moins récents en sociologie qui se réclament plus ou moins du travail, en histoire du travail en France, il y a tous les travaux sur la santé environnementale et la santé du travail, la santé des travailleurs dans les industries par exemple. Je pense aux travaux de Judith Reinhorn sur les travailleurs du plomb au XIXe siècle et la persistance de débats qui sont toujours là, encore au XXIe siècle, en 2021, 2022, 2023. Notre-Dame brûle, mais il y a encore cette question du plomb et par exemple la préfecture de police qui ignore encore sciemment des dangers dont on parle depuis 200 ans par exemple. Je pense aussi à tous les travaux sur les pesticides et sur les agriculteurs, la reconnaissance des maladies professionnelles des agriculteurs liées à l'exposition aux pesticides. Et là, il y a toute une historiographie très intéressante, états-unienne notamment, qui a beaucoup travaillé sur les rapports aussi assez intersectionnels entre c'est non seulement des agriculteurs, mais dans ce cas-là, beaucoup de paysans d'origine mexicaine, etc. Et du coup, toute l'intersectionnalité des enjeux de race, de genre, qui ont beaucoup été travaillés. Je pense à Linda Nash, à Michelle Murphy, par exemple. Et en fait, tous ces éléments-là, ils peuvent être intéressants de manière réciproque pour le monde militant et syndical, vu que c'est ce qu'on m'a demandé, pour justement appréhender des enjeux qui sont plus ou moins appréhendés ou justement ignorés, plus ou moins volontairement, dans nos contextes sociaux. Et pour faire un peu de la pub pour mon laboratoire, il y a des chercheurs qui travaillent par exemple sur la reconnaissance des maladies professionnelles des agriculteurs, qui en fait justement travaillent beaucoup, plus ou moins de manière explicite, avec des sphères qui ne sont pas les sphères de la recherche pour publiciser leur travail. Un autre gros enjeu, un autre grand axe de travail en sociologie du travail lié à l'écologie, aujourd'hui, et c'est comme ça que vous aviez au début cadré d'ailleurs votre appel à la communication, c'était la question de l'écologisation du travail. Parfois l'écologisation, elle existe déjà, du coup c'est des choses qui sont déjà écologiques ou quoi. Et donc ça pose la question de quelle écologie on parle, parce qu'en fait, autant les gars de la RSE chez Total que des forestiers vont dire qu'ils font de l'écologie. Et du coup, tous ces travaux qui peuvent être menés sur les habits verts du capitalisme, je pense aux travaux sur l'extractivisme vert, à la RSE, etc., en déconstruisant des mondes auxquels on a plus ou moins accès, le monde de l'industrie pétrolière ou quoi, va permettre d'apporter des arguments pour le débat public à la faveur de militants ou syndicaux ou écologistes. Là-dessus, il y a les travaux de Doris Bussao qui sont vraiment super intéressants. Il y a d'autres travaux aussi qui peuvent être menés sur des formes alternatives d'activités productrices. Il y a l'entretien par exemple de Geneviève Pruvot dans le numéro qui permet d'être attentif à ne pas recréer forcément de relations inégalitaires. Et après, il y a tous les travaux plus du rapport sur les rapports plus quotidiens au travail, d'écologisation de pratiques, et là il y a plus ou moins quotidien et plus ou moins exceptionnel, et là il y a plusieurs articles dans ce numéro qui l'illustrent bien. Je pense au travail d'Elsa Körner et Sabine Elmouali et au travail de Samuel qui est ici présent. Et enfin, dans la perspective de comprendre le travail avant tout comme une activité de transformation en fait de la matière qui ne vient pas de nulle part. Ça, c'est un peu, il y a un gros renouveau en ce moment quand même sur
en sociologie du travail, en philosophie du travail, et se réemparer du travail marxiste sur ces questions. Et il y a un vrai programme, je dirais, de recherche qui est super important, de rendre compte de monde sociaux et de comprendre les conditions de travail, à la fois techniques et dans le sens des questions d'emploi, de dignité au travail, etc. Et je pense notamment dans le cas des travailleurs des secteurs primaires et secondaires, dans l'agriculture, l'industrie, dans le monde forestier par exemple, on connaît très peu, on va pouvoir dire ouais, la mécanisation c'est nul, mais on ne connaît pas les conditions de travail des personnes qui sont derrière. Il y a un vrai intérêt à mener des enquêtes fines sur ces gens-là. Pourquoi ils vont se surendetter pour acheter des machines monstrueuses? Il y a plein de motivations, de conditions sociales qui amènent à ça, et c'est important d'aller comprendre pourquoi. Je vais m'arrêter là et pour laisser la parole à tout le monde. Merci. Je passe la parole à Samuel. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci aux organisateurs pour l'organisation. Merci aussi pour l'initiative du numéro, parce que je pense que ce numéro sur travail et écologie devait exister un jour ou l'autre. Donc vous avez pris cette initiative et c'est bien. Moi, j'avais jamais vu quelque chose d'équivalent en France jusque-là. Donc il faut faire synthétique sur les liens, l'utilité de la recherche pour les militants et les syndicalistes. Je vais juste évoquer concrètement la nature de la recherche que j'ai menée au regard de cette question, quoi. Donc parce que en fait moi c'est une recherche sur le cinéma et particulièrement sur le décor de cinéma qui a été menée à l'initiative de militants écologistes, mais rassemblés dans un cadre je vais dire informel, quoi, et affinitaire autour de cette question d'écologie, d'écologisation des pratiques, considérant que le décor du cinéma c'est un peu comme le bâtiment, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de déchets et zéro recyclage. C'est-à-dire qu'on construit des décors et à la fin on détruit tout, on balance tout à la benne. Et pour un certain nombre de décorateurs, donc de professionnels, ça posait problème compte tenu du contexte de, on va dire, la préoccupation écologique contemporaine. Et donc il y a eu un rassemblement d'un groupement, une vingtaine de personnes, disons voyons large, et puis d'un noyau dur d'une dizaine de personnes, qui a essayé de réfléchir à comment écologiser les pratiques. Et donc petit à petit, c'est monté l'initiative de mener une étude pour objectiver les pratiques professionnelles et voir quels étaient les leviers d'action pour faire bouger les choses, disons. Et donc c'est là qu'ils ont fait appel à moi, parce que moi, en lien avec ma thèse qui portait déjà sur le cinéma, je connaissais ces personnes. Disons, moi mon rôle c'était de cadrer un petit peu la méthode de leur enquête, qui se voulait une enquête par questionnaire auprès des décorateurs pour savoir comment ils bossent, et d'exploiter les résultats du questionnaire. Donc en fait, il y a déjà une liaison qui est faite entre la recherche et les militants. Donc si je dois résumer en 2-3 points très brefs les résultats de l'enquête, ça va être utile pour la suite. Les enjeux de l'enquête, c'était de rendre visibles des pratiques au sein d'un secteur où tout le monde travaille dans l'isolement. C'est très émietté, c'est des collectifs de travail éphémères, les lieux de travail changent tout le temps, les projets changent tout le temps. Donc en fait, chaque décorateur et chacune de ses équipes travaille un peu dans son coin et personne ne sait comment font les autres. Donc il s'agissait d'établir mettre un peu de visibilité dans tout ça. Et les commanditaires de l'étude se doutaient que tout le monde était néanmoins confronté un peu au même problème, c'est-à-dire le manque de budget, le manque de budget pour avoir du temps, c'est ça l'équation. Avoir du budget pour avoir du temps, et du temps pour mettre en œuvre une réflexion et des pratiques différentes de ceux qu'on fait actuellement, c'est-à-dire parer au plus pressé. Donc avoir du temps, par exemple, pour chercher des filières de recyclage, pour chercher des solutions de loueurs plutôt que d'acheter sur Amazon, avoir du temps pour trouver des solutions pour rassembler les équipes ou rassembler le travail en un même point et non pas qu'il y ait des trajets en voiture qui soient induits par des lieux de travail dispersés. Voilà. Avoir du temps pour penser les choses et les faire. Et en fait, il s'avère dans le questionnaire que donc il y a une contrainte de temps qui s'applique sur les équipes. Et il y a une contrainte d'infrastructure, c'est-à-dire qu'en fait le territoire français n'est pas vraiment équipé pour aider les équipes de cinéma à, par exemple, faire du réemploi ou faire du recyclage des déchets produits. Je dis ça dans un contexte où on a un boom du secteur audiovisuel en France, notamment du fait de l'essor des séries. Mais l'enquête, elle permet aussi de faire apparaître des choses qui étaient moins attendues, y compris des professionnels. Parce que j'abonde dans le sens de Charlotte quand elle dit que les gens qu'on enquête nous apprennent des tas de choses. Et ça, ils le savaient déjà, ce résultat. Ce qu'ils savaient moins, c'est qu'en fait, on allait avoir une répartition des réponses sur la faisabilité d'un tournant écologique en fonction de la division du travail.
En gros, vous avez des personnes qui vont avoir des emplois de bureau, parce que organiser du décor, c'est beaucoup de bureaux, de gestion, de coordination par Internet et tout, de bureaux ou de meublage, qui vont être les plus favorables, en fait, à mettre en œuvre une écologisation du travail. Et là où le bas blesse, c'est que ceux qui vont avoir le plus de résistance ou qui vont dire c'est trop difficile, on va jamais y arriver, ou on sait pas comment faire pour changer les pratiques, c'est ceux qui sont directement aux prises avec la matière, c'est-à-dire les ouvriers de construction, en fait, qui manipulent quantité pléthore de produits chimiques, qui disent c'est les plus efficaces, on a testé d'autres trucs, ça marche pas, et franchement on sait pas comment faire le tournant écologique. Donc ça c'est un premier résultat qui aide en fait à objectiver quelque chose qui était un peu latent et mal connu avant. La deuxième chose, c'est le capital d'autochtonie. En fait, il s'est avéré au cours de l'enquête que mettre en œuvre des solutions écologiques, certains travailleurs en région sauraient comment faire, mais ils ne sont pas prêts à divulguer ces solutions parce que ça menace leur emploi. C'est-à-dire que eux, à savoir quels sont les loueurs je sais pas moi, près de Bordeaux, pour un type qui travaille là-bas, son intérêt, c'est de ne pas le dire à des équipes françaises qui viendraient, entre guillemets, lui piquer le boulot. Et donc là, on est sur je sais pas comment dire, un point dur, quoi. Donc il y a un problème, en fait, qu'il faut réussir à assumer. Alors, maintenant que j'ai dit ça, j'essaie de faire bref, mais maintenant que j'ai dit ça, tout ça s'est mené dans un cadre militant. J'ai oublié de vous dire au passage que cette enquête, elle était financée par l'ADEME parce qu'on a eu un appui institutionnel qui a permis de la financer, ce qui est quand même important pour réussir à faire des choses. Mais en fait, là où moi je devais cadrer cette étude, j'ai pas de pouvoir en fait sur la manière dont vont l'appréhender les militants eux-mêmes, ce qu'ils vont en faire. Donc en fait, il y a une interrogation sur la saisie des résultats de l'enquête par le groupement, quoi. Est-ce qu'ils vont faire valoir les points durs? Voilà, comment ils vont s'en servir. Et puis ensuite, il y a deux questionnements. C'est sur, on va dire, la remontée institutionnelle. C'est-à-dire, est-ce que ce groupement, il va réussir à faire valoir les résultats de l'étude à un niveau où il y a par exemple des décideurs publics, des institutions qui vont le prendre en compte pour élaborer des politiques publiques. Sachant que, je vous le donne en mille, au moment même où on menait notre étude, qui était donc une étude sociologique, le CNC, Centre national de la cinématographie, menait sa propre étude avec son propre comité d'experts dans une approche totalement ingénieure. C'est-à-dire qu'on va faire des audits carbone pour élaborer des outils de bilan carbone, mais aucun questionnement sociologique. C'est-à-dire qu'on ne sait rien des ancrages territoriaux du travail et des problématiques de temps, etc., dont je viens de vous parler. Donc ça évoque aussi une question de complémentarité. Et enfin, cerise sur le gâteau, le CNC a publié, du coup, a publié un plan d'action pour écologiser la production, qui est d'orientation totalement libérale. C'est-à-dire que les obligations qui sont faites aux productions d'être plus écolo, ça consiste simplement à faire un bilan carbone prévisionnel et final, pour qu'ils soient incités à aller vers plus de verre, quoi. Ce qui, en fait, voilà, quoi, il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc là aussi, il y a un sujet sur les remontées institutionnelles, et je pense que la liaison entre militants et syndicats, elle se noue ici finalement parce que ce groupement militant, à la différence d'un syndicat comme le syndicat CGT du cinéma, ou la Fédération du spectacle plus en général, ces syndicats-là, ils siègent dans un tas de commissions. Commission emploi, commission formation, CESE, il y a tout un tas de commissions. Les enjeux d'environnement dont je viens de vous parler, les enjeux d'emploi qui posent, les enjeux de temps de travail, etc., ça peut devenir des enjeux de négociation collective, dans le cadre de la branche par exemple. Et c'est pas le collectif militant lui seul qui va le porter. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu de nouer la relation au syndicat. Et cette relation-là, moi je l'ai pas vue, je l'ai vue. C'est-à-dire qu'il y a parmi ces militants, il y en a qui sont syndiqués et ça discute. Le numéro, il est passé à la Fédération du spectacle, donc je sais que certains responsables de la Fédération ont lu l'article. Mais ça reste un peu incident et, à ma connaissance, une assez faible liaison. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Je conclurai sur le point suivant, c'est que, à supposer même que ce nœud entre militance et militantisme écolo et syndicalisme il se fasse, après on vit pas dans le monde des bisounours, on a bien vu la réforme des retraites totalement technocratique qu'on vient de se brasser sur la tête. Je veux dire, il y a à la fin des fins une question de démocratie sociale contre, à mon sens, de démocratie sociale contre la technostructure qui se formule. Voilà, c'est un peu le point d'aboutissement de ma réflexion à partir de l'étude qu'on amène.
Oui, alors pour peut-être une deuxième question qu'on va peut-être d'abord poser à Jennifer, je sais pas comment on prononce, c'est Derham ou Derham? Derham. Voilà, mais qui pourra aussi faire l'objet peut-être d'échanges plus avec la salle. On se demandait quels étaient les obstacles à l'écologisation de la recherche académique et de l'action syndicale, dans la mesure où effectivement on constate, alors, tu en as un peu parlé, Samuel, hein, sur les limites aussi de la prise en charge par l'action syndicale concrète de ces questions-là, mais c'est aussi un questionnement qui traverse le monde de la recherche, hein, où effectivement aujourd'hui on voit arriver des enjeux sur, par exemple, l'évaluation du carbone de la recherche ou ce genre de choses, mais avec plein de questionnements qui sont encore largement à traiter. Alors toi, comment tu vois un peu cette question-là, qui n'est pas une question simple? Merci. Non, c'est pas une question simple du tout, d'autant plus que donc moi je travaille sur les ressourceries et les recycleries et la division du travail en leur sein. Du coup, juste pour préciser que c'est pas du tout mon terrain de recherche, l'écologisation de la recherche. Donc je peux avoir plutôt un point de vue en tant que personne concernée par la recherche et actrice de la recherche, mais j'ai pas fait une recherche sur l'écologisation de la recherche. Par contre, ce que ma recherche que j'ai effectuée m'a amené à questionner, c'est comment parfois le récit dominant qui est fait de l'écologie et des normes dominantes de l'écologie, il peut nous détourner de questions écologiques plus fondamentales, et notamment au travers d'une forme d'écologie des petits gestes, et du coup d'une responsabilisation individuelle des individus par le prisme écologique. Donc est-ce qu'il faut amener cette norme des petits gestes à l'intérieur de la recherche? On peut se poser la question. Est-ce qu'il faut s'interroger sur la décarbonation de la recherche? Sûrement, je pense que ça peut être une bonne idée. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus. Par contre, ce qui m'intrigue et ce que j'aimerais amener aujourd'hui, c'est la question de la productivité de la recherche. Parce que je constate, et des personnes autour de moi également, qu'il y a des incitations assez importantes à produire, et produire beaucoup et de plus en plus dans le milieu académique, et ce qui se traduit par assister à des colloques, publier beaucoup, avoir un certain nombre de communications, enfin c'est un peu la course au CV. Ce qui peut avoir des côtés intéressants en termes d'échange, mais ce qui peut aussi créer une perte de qualité dans la production scientifique et des risques. Ça peut aussi induire à éviter de prendre des risques sur des sujets, notamment quand on est en recherche de financement, en recherche de poste. Or, cette phase va durer de plus en plus longtemps dans la carrière des chercheuses et des chercheurs, puisque maintenant c'est assez commun, après avoir soutenu sa thèse, de rester pendant 6 ans en recherche d'emploi, ce qui va pas inciter à prendre des risques sur les recherches qui sont menées. Je vous parle de ça notamment parce que j'ai eu un exemple très concret dans mon entourage proche d'une personne qui travaillait sur la contestation de l'extraction des énergies fossiles dans les pays du Sud, donc qui a fait sa thèse pendant 6 ans là-dessus, notamment en Ouganda. Et à la fin de sa thèse, donc elle n'était absolument pas sûre d'avoir des conditions d'emploi possibles à l'intérieur de l'université. Et là, elle a reçu une proposition de Total Energy qui lui propose un poste très bien payé et dans la recherche pour l'entreprise, qu'elle a fini par accepter, alors qu'elle a commencé sa thèse en voulant critiquer cette entreprise multinationale et ses pratiques, et notamment ses pratiques d'écologisation. Alors certes, on peut dire que c'est un exemple un peu caricatural, néanmoins je pense qu'il pose une vraie question de quelles sont les conditions matérielles effectives de la recherche aujourd'hui. Ce qui peut aussi amener la question de la place des syndicats dans le milieu de la recherche aussi, et je pense qu'il peut y avoir un échange qui va dans les deux sens, de la recherche sociologique vers les syndicats, et notamment en étudiant les logiques de travail. Mais aussi à l'inverse, un apport vraiment du mouvement syndical à la défense des conditions de possibilité d'une recherche et émancipatrice et critique. Est-ce que j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire? Non, oui, voilà. Surtout questionner, et j'aimerais bien avoir vos avis aussi s'il y a des personnes qui font de la recherche dans la salle,
sur voilà, les conditions de possibilité d'une recherche. Et oui, je voulais questionner aussi, si on se pose la question de produire, et si on pense une écologie de la recherche, est-ce qu'on pourrait pas produire moins mais mieux finalement? Voilà, merci. Merci. Peut-être dernière question, on va dire, introductive hein, pour Guillaume, Niels, et puis je pense qu'il y aura sans doute des rebonds dans la salle sur la question des alliances. Alors comme je disais en introduction, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose de plus rebattu hein, comme question, que les enjeux qui viennent d'être évoqués, et en même temps on voit qu'il y a voilà, des évolutions assez récentes, hein, et c'est un point qu'on souhaitait traiter. Comment, à partir de vos recherches, alors soit de master ou de début de thèse sur cette question-là, vous voyez un peu justement ce qui est en train de changer ou ce qui est au contraire difficile à changer, et comment vous pouvez décrire peut-être justement les réflexions en cours dans les différents espaces militants que vous avez étudiés. Alors, Guillaume. Ça, c'est long. Bonjour. Alors, ça marche, oui. Oui, alors avant de répondre à cette question, je voulais peut-être poser la question de pourquoi est-ce que le monde syndical devrait faire des alliances en fait avec des acteurs externes. Et c'est un peu la question que je me suis posée, qui est à travers ma thèse. Je fais une thèse sur l'intégration des enjeux environnementaux dans les organisations syndicales, en m'intéressant notamment à la CGT, notamment dans les secteurs très industrialisés et dans les territoires industriels, donc à Fos-sur-Mer qui est à côté de Marseille, donc un territoire où il y a énormément d'entreprises d'industrie Céveso, Soyo, donc de la métallurgie, de la pétrochimie et des raffineries par exemple. Donc Fos-sur-Mer, Rouen et Dunkerque, donc où il se passe énormément de choses en termes de transition industrielle et écologique, et en termes également d'exposition des populations et des salariés à des produits toxiques, avec différentes enquêtes qui ont montré voilà, l'établissement de maladies professionnelles très importantes et également de cancers environnementaux très importants liés aux pollutions. Donc la question de pourquoi des alliances, elle s'est posée parce que en fait, on peut considérer qu'une sorte de faiblesse interne du syndicalisme a pesé en fait, à l'intérieur même des industries, qui s'explique notamment pour des raisons des fois externes même au syndicalisme, liées au fait que la structuration du syndicalisme avec le passage de ce qu'on appelait les CHSCT à l'époque, qui étaient des commissions hygiène et sécurité, à des commissions des CSE, donc des commissions donc, sociales et économiques, donc, qui datent des ordonnances Macron en 2017, a drastiquement fait tomber les moyens économiques et les moyens humains, et a rendu compliqué en fait, de mettre en place un rapport de force pour les syndicalistes sur les sujets sociaux, mais également sur les sujets de santé au travail et donc des sujets environnementaux. C'est-à-dire quand en fait, on a moins de temps pour traiter des sujets sociaux, on ne va pas en plus traiter des sujets environnementaux. C'est un peu ce qui se passe. On m'a dit par exemple de la possibilité d'enquête pour les CSE. Elle est maintenant doit être financée à 20% par le CSE. Et donc, ça veut dire qu'on va prendre sur l'activité, par exemple, des vacances pour mettre en place une enquête sur les pollutions industrielles. Ça passe pas forcément très bien auprès des salariés, malheureusement. Donc, l'insuffisance d'un rapport de force et donc une capacité donc, de créer des alliances à l'extérieur même des industries, parce que ces territoires-là, en ce moment, donc, sont en train de vivre des transitions très importantes, mais des transitions qui sont effectuées par les industriels, donc les mêmes industriels qui, pendant 70 ans ou plus, ont pollué, avec le soutien donc, de l'État, qui leur fournit énormément d'argent, de subventions, et une absence de débat sur les tournures mêmes de cette transition et sur, finalement, je veux dire, les potentialités de production et les raisons mêmes de cette production. Et donc, si le syndicalisme veut finalement ne pas se faire avoir, parce qu'en fait, ce qui se passe dans cette transition-là, c'est généralement
la transformation à la marge de processus de production, mais la suppression de postes ou l'accompagnement finalement de ces postes, Niels en parlera pour ce qui est de Total Grand Puy, donc la suppression de postes, la transformation des postes, etc., avec des sécurités également industrielles qui vont être au rabais et un ensemble de gestion voilà, des pollutions et des risques qui vont également être problématiques. Donc ce qu'il faut faire, enfin, l'objectif, on va dire, ce qu'il faut faire, mais en tout cas l'objectif qui pourrait être mis en avant, c'est la capacité voilà, de finalement faire porter la voix des salariés et la voix syndicale et la voix, on pourrait dire également, d'une forme d'écologie politique qui part du travail dans le débat de la transition écologique et industrielle, parce qu'actuellement il n'y a pas de débat en fait, et ça pourrait se faire par des alliances. Surtout que les syndicalistes, sur énormément de sujets, que ce soit donc les maladies professionnelles, des questions plus sociales, ont l'habitude de faire des alliances avec différents acteurs, notamment pour ce qui est de la CGT, donc de mon terrain à Fos-sur-Mer. Pour ce qui est donc des questions de maladies professionnelles, la CGT donc crée des associations annexes, va également s'entourer de médecins, de centres mutualistes. Elle va essayer de travailler sur cette reconnaissance-là. Et donc, on pourrait penser que sur les questions environnementales, il pourrait y avoir ce même processus avec la jonction avec voilà, des médecins, des riverains, des associations écologistes et différents acteurs qui seraient concernés à l'extérieur des entreprises, parce qu'à l'intérieur des industries, l'institutionnalisation même du syndicalisme est rendue problématique. Il y a des tentatives qui sont effectuées, notamment à Fos-sur-Mer, il y avait la tentative de créer un comité de surveillance des pollutions et de réfléchir également sur la construction des transitions industrielles en mettant en avant, par exemple, la création de filières de la déconstruction navale. Donc ils sont allés voir, ils ont essayé de monter ça avec la région, avec différents acteurs, et de proposer à ArcelorMittal un projet d'anticipation des transformations du secteur de la métallurgie pour faire face voilà, à ces problématiques environnementales. C'était en 2015, et ArcelorMittal leur a dit pourquoi vous, syndicalistes et les acteurs avec qui vous faites ce projet, vous venez nous parler, vous n'avez pas, en fait, votre devoir, c'est de faire grève, de nous embêter et ne pas, en fait, proposer d'orientation économique. Pourquoi est-ce que vous, syndicalistes, vous auriez un mot à dire dans l'orientation économique et l'orientation politique de notre entreprise? Et là, on rejoint ce qu'avait dit Samuel sur la question de la démocratie sociale dans l'entreprise et à l'extérieur également. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transition industrielle, il n'y aura pas de transition écologique, et ni, si jamais il n'y a pas en fait de démocratisation des processus de concertation, c'est-à-dire des processus de comment sont orientées les productions et comment également sont gérées les pollutions et la production même, le contrôle en fait, de ces entreprises et la gestion des risques industriels. Et ça, c'est non seulement les syndicalistes que moi j'ai rencontrés sur le terrain sont conscients en fait des limites des instances qui existent actuellement, mais également les riverains qui généralement parfois sont opposés à l'industrie sont conscients également que les dispositifs mis en place par l'État ne garantissent pas du tout, ne sont pas démocratiques et ne garantissent pas une bonne gestion en fait de ces entreprises. Donc pour finir, on pourrait dire voilà, que pour le syndicalisme, ce qui pourrait être quelque chose d'intéressant, c'est de se positionner véritablement sur les enjeux environnementaux en partant des questions du travail, de ce qu'ils savent faire en fait à l'intérieur des CSE, de leurs connaissances par rapport à la santé au travail, parce que généralement l'intégration des enjeux environnementaux se fait par la santé au travail, et on se rend compte en fait parce que ces gens-là, ces salariés vivent à côté des industries dans lesquelles ils travaillent. Et ils se rendent compte en fait qu'il y a ce qu'ils mangent est pollué, que leur famille, leurs proches également sont soumis à des maladies, et donc ils pourraient essayer voilà, de faire la transition entre l'intérieur de l'industrie et l'extérieur. Mais ça demande également une forme d'expertise syndicale à avoir, et pour l'instant, effectivement, ce que différents chercheurs ont montré, notamment Adrien Thomas, qui est un chercheur luxembourgeois, a montré que ce qui pêche quand même dans le syndicalisme actuellement, c'est le déficit d'expertise sur différents sujets environnementaux, et justement l'alliance avec des ONG pourrait être un facteur finalement
d'expertise et de bonnes pratiques et d'échanges. Mais après, de l'autre côté également, pour ce qui est des ONG, il faudrait également un changement de rapport au monde du travail, ce qui est en train de s'opérer actuellement quand même, sur comment finalement on intègre les questions, on fait la sociologie aussi, comment on intègre la perception des travailleurs et des syndicalistes de l'environnement, comment ça fonctionne finalement dans leur industrie, comment ça fonctionne leur métier, quelles sont les craintes qui sont liées à la transformation de leur emploi et comment ils peuvent avoir un discours politique qui se construit entre ces différents acteurs. Bonjour à toutes et à tous, donc merci pour l'invitation et pour rejoindre ce qui s'est dit depuis le début, merci aussi aux différents militants et militantes qui ont répondu à mes questions, qui ont permis à mon travail, notamment François à qui je passerai la parole juste après. Ce que la fin du propos de Guillaume permet complètement de faire une transition parce que ce que j'ai observé à la raffinerie Grand Puy, donc je présenterai deux mots un petit peu ce qui s'y joue, c'est bien la jonction entre du coup des ONG écolo, dont François qui en parlera tout à l'heure, qui s'ouvrent aux enjeux du monde du travail et qui se montrent compréhensifs vis-à-vis de ce que traversent les ouvriers aujourd'hui. Et de l'autre côté, l'ouverture du monde syndical aux enjeux écologiques et au fait de vouloir justement s'emparer de ces questions de quelle production on veut faire aujourd'hui dans notre entreprise. Et même s'ils n'en ont pas le pouvoir effectif, je rejoins ce que dit Guillaume, qui disent en tout cas il faudrait un changement de système économique qui permettrait justement qu'on ait plus que notre mot à dire là-dessus. Donc pour présenter rapidement la reconversion de la raffinerie Grand Puy, c'est une raffinerie qui est située en Seine-et-Marne, qui emploie directement 450 personnes et qui en emploie beaucoup plus en tant que sous-traitant, qui a été créée en 1966 et dont Total a annoncé la reconversion en 2020 en une plateforme dite zéro pétrole. Donc initialement il y avait un projet de biocarburant, un projet de bioplastique et un projet de recyclage de plastique avec deux énormes centrales solaires qui ne pourvoient pas du tout d'emplois. Et donc le nouveau projet devait devait y avoir 250 emplois directs qui se maintiennent et 200 emplois indirects également. Et il y a une actualité très récente qui explique notamment pourquoi il n'y a pas de syndicalistes de la CGT de Grand Puy qui sont là aujourd'hui, qui ont pourtant été très impliqués dans cette alliance et qui auraient beaucoup aimé être là ce soir. Maintenant, c'est l'actualité sociale de la raffinerie Grand Puy par lesquelles ils sont occupés, c'est-à-dire que le projet de bioplastique, qui était un des projets les plus pourvoyeurs en emploi, avec 90 emplois, a été supprimé au début juin, parce qu'avec soi-disant l'inflation, avec la guerre en Ukraine, les prix augmentent et ça devient trop cher. Donc ce qui pose la question déjà il y avait des suppressions d'emplois, donc pour préciser il n'y a pas de licenciement et c'est beaucoup là-dessus que Total joue en disant c'est une reconversion responsable, mais c'est des emplois supprimés localement, c'est-à-dire que notamment en bassin d'emploi Seine-et-Marnais où il n'y a pas beaucoup d'emplois localement, ça fait que pour les générations à venir ce sera d'autant plus dur de trouver du travail et aussi du travail au-dessus du SMIC, parce qu'à Total c'est quand même mieux payé que dans le reste de la région. Et donc ça pose ces questions où Total justifie aujourd'hui, dit on va développer les agrocarburants encore plus, mais ne donne pas de précision, donc la bataille est encore en cours. Donc pour revenir plus directement au sujet des alliances, moi ce que j'ai observé dans mon travail et qui permet de réfléchir, il n'y a peut-être pas de réponse absolue à comment développer ces alliances. Il y a trois facteurs qui permettent globalement d'expliquer qu'est-ce qui a permis cette rencontre finalement aussi un peu... alors pas inédite, mais qui n'est pas complètement courante non plus. C'est déjà au niveau des organisations. Donc là, je vais plus parler de la CGT à Grand Puy. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive dans un moment aussi où, quand Total justifie une reconversion au nom d'arguments écologiques, il est difficile aussi de contester cette reconversion, au risque d'être stigmatisé comme n'étant pas écologique. Donc c'est intéressant, il y a un intérêt pour les syndicalistes de la CGT de dire nous on s'intéresse à l'écologie et mieux que Total, et de retourner le stigmate en disant non c'est Total qui n'est pas écologique et nous on est plus écologique. Et à la fois on avait aussi localement deux militants donc qui sont membres d'un parti politique, d'une organisation politique qui s'appelle Révolution Permanente, et c'était aussi un moyen pour eux de s'emparer de cette question et de montrer que leur parti avait intérêt et que c'était par leur parti aussi qu'on pouvait résoudre ces questions-là. Pareil pour tout ce qui est Greenpeace, je laisserai François en parler après. On a aussi des conditions, donc il y a aussi là-dedans des enjeux au niveau du contexte, c'est-à-dire qu'il faut regarder à quelle époque on est quelques années, à ce moment-là c'est 1 ou 2 ans après les Gilets jaunes, donc c'est quand même un mouvement qui a ouvert les possibilités de dire
Il n'y a pas, effectivement, comme disait Jennifer, que l'écologie des petits gestes qui est possible. Il y a aussi d'autres écologies qui prennent en compte les conditions de vie, d'existence, de travail des mondes populaires, qui sont à la fois ceux qui émettent, qui polluent le moins et ceux qui subissent le plus les pollutions. Et donc ça, c'était aussi une forme de proposer une autre forme d'écologie, de ne pas aller stigmatiser les ouvriers qui auraient une voiture trop polluante, mais de dire on va réfléchir ensemble à comment penser l'avenir du secteur pétrolier en envisageant le dépassement du pétrole, mais pas n'importe comment non plus. C'est-à-dire si on ferme une raffinerie aujourd'hui, c'est Total qui en ouvre en Arabie Saoudite, donc c'est pas la solution non plus. Donc après, ce qui a rendu possible cette alliance, moi ce que j'ai observé, c'est aussi par les individus spécifiques qui ont permis à cette alliance d'exister, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez classique en sociologie, de dire pour connecter deux mondes, il faut ce qu'on appelle des passeurs, c'est-à-dire des gens qui sont un peu à cette interface, donc à la fois des syndicalistes qui sont très sensibilisés sur ces enjeux écologiques, où les enjeux écologiques font partie de leur politisation et qui ont envie de porter ça dans leur militantisme syndical, et de l'autre, et donc qui s'ouvrent à ces enjeux et qui ne restent pas seulement sur les intérêts salariaux, même si c'est très important, et à la fois des militants écologistes qui sont qui sont sensibles aux conditions des travailleurs, notamment à travers le fait d'avoir fait des études de sciences sociales, donc là on revient à l'utilité des sciences sociales, qui aussi ça permet de générer un esprit critique. Enfin, un dernier point, peut-être je laisserai plus François en parler, qui est de dire pour faire des alliances, il faut aussi accepter de ne pas être d'accord sur tout et de se concentrer sur ce sur quoi on est d'accord. Et les désaccords, c'est pas qu'ils sont pas importants, mais si on se concentre que sur les désaccords, on n'y arrivera pas. Donc je passe la parole à François, je ne sais pas si le micro va être assez... Super, merci. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis François Chartier, alors je suis pas chercheur, mais je viens des sciences sociales et politiques, et c'est rigolo de se retrouver un peu de l'autre côté, de devenir l'objet de l'étude. Mais c'est aussi hyper intéressant et hyper important que la recherche s'intéresse à ces nouvelles dynamiques politiques. Et alors, moi je suis chargé de campagne, normalement je travaille sur la question des océans, mais j'ai une partie de mon temps qui est consacrée au rapprochement avec les syndicats, notamment dans ce qu'on a appelé au début Plus jamais ça, qu'on a constitué en 2020. Donc à l'origine, il y avait côté syndical la CGT, la Confédération Paysanne Solidaire et la FSU, et côté Orga et Écolo, Greenpeace, Oxfam, les Amis de la Terre et Attaque. Et c'est important d'avoir cet équilibre, et on y tient beaucoup. Et ce qui est important aussi, ça a été dit, pour que ça fonctionne, c'est d'y consacrer du temps. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix à Greenpeace de consacrer du temps de travail, d'équipes salariées, alors moi côté campagne, mais côté communication, coordination, etc., pour que ça avance. Ça ne peut pas être quelque chose qu'on fait en plus, et ça ne peut pas être quelque chose qui se fait comme ça, vite fait. Comme tu l'as dit, pour apprendre à se connaître, il faut y consacrer du temps, et ça c'est extrêmement important. Alors peut-être quelques éléments de contexte pour expliquer cette mobilisation, et tu l'as dit, elle est assez inédite, et pour commencer, elle a été totalement contre-intuitive. Et je me rappelle quand il y a eu les premières journées de grève en septembre 2020, et du coup que les camarades du syndicat de Grand Puy sont venus nous voir, les Amis de la Terre et Greenpeace, en disant « Vous voulez pas nous soutenir ?» Quand on est allé voir notre direction, et on a dit « Voilà, on voudrait soutenir des raffineurs de chez Total pour qu'ils continuent à produire du pétrole et que l'activité de la raffinerie se maintienne. » Pour une organisation qui dit « Il faut sortir du pétrole au plus vite », ça semblait un peu contre-intuitif. Mais en fait, ça fonctionne très bien, et ça représente extrêmement bien ce qu'on fait depuis quelques années avec l'Alliance écologique et sociale. C'est-à-dire que, d'une part, tu l'as dit, en fait, la fameuse stratégie zéro pétrole de Total, c'est du pur greenwashing. Et effectivement, l'usine ne va plus raffiner du pétrole, mais quand on regarde bien, le projet en lui-même tel qu'il était proposé, mais maintenant il y a un gros bout qui vient de tomber à l'eau, comme tu l'as dit, sur les plastiques, finalement n'était constitué que de fausses solutions qui en fait éloignaient de la transition réelle, et n'était surtout pas le reflet du fait que Total était extrêmement préoccupé par sortir au plus vite du pétrole. Et on voit bien de toute façon que l'essentiel des investissements aujourd'hui de Total, ça reste toujours du pétrole, de l'oil and gas. Donc ce qui nous a semblé important, c'était une des choses qu'on voulait faire et apporter dans la contribution à cette lutte, c'était de démontrer, de déconstruire, comme on dit, ou de débunker, comme on dit dans nos jargons, tout ce greenwashing. On l'a fait également du coup avec Attaque, la Confédération Paysanne et évidemment le syndicat de Grand Puy, pour démontrer à la fois toutes les fausses solutions qu'ils mettaient en avant et la réalité de la casse sociale, comme tu le disais, pour pouvoir ensuite, et ça c'était l'autre aspect extrêmement important, être porteur d'un plan alternatif et d'une contre-proposition.
Pas forcément parce qu'on disait que Patrick Pouyanné, le PDG de Total, allait la prendre tout de suite en disant c'est vrai, ils ont raison, mais au moins pour peser dans le rapport de force. En 2 mots, en quoi c'est du greenwashing? Les agrocarburants, c'était un des éléments importants, c'est tout sauf la solution aujourd'hui pour réduire les émissions du secteur aéronautique. Alors vous avez peut-être entendu parler là avec aujourd'hui avec le salon du Bourget, et ça y est, on va faire des carburants verts. On voit bien que ce soit en termes d'impact sur notamment les terres agricoles, etc., que l'approche agrocarburant nous amène pas à la baisse des émissions significatives. D'autre part, l'autre objet, ça je vais aller très rapidement, c'est les questions de pyrolyse. J'ai pas été technique, mais il s'agissait en gros de faire fondre du plastique pour plus ou moins le recycler et consommer probablement plus d'énergie qu'on en économisait, et finalement maintenir une société du plastique pas du tout, et dans un changement structurel. Donc pareil, fausse solution. Et le plastique à base de betterave pour pareil transformer des terres agricoles pour maintenir une société du plastique, encore une fois, complètement à contre-courant de ce qu'il faut faire si on veut vraiment assurer la transition. Donc il fallait vraiment démonter ça pour ensuite pouvoir apporter autre chose. Et l'autre aspect, et ça c'est aussi clairement la manière dont on travaille dans le cadre du collectif de l'Alliance écologique et sociale, c'est, comme je disais, d'une part être porteur de décryptage, d'analyse et de contre-propositions, mais aussi s'inscrire dans la lutte. C'est-à-dire que toutes nos orgas sont pas que des think tanks ou des orgas qui veulent réfléchir au monde, on le fait, on en a besoin, mais on est porté sur de la lutte et essentiellement pour essayer d'arriver à des victoires. Et donc ça nous semblait important justement de montrer concrètement que sur cette lutte-là, on allait se joindre soutenir la grève, aller sur place sur les piquets de grève, et c'est pas courant de voir des écolos devant des usines sur les piquets de grève. Nous, Greenpeace, on les a plutôt vus à l'intérieur des usines accrochés à des cordes et à des banderoles. Et c'était une approche un peu différente et c'est extrêmement important. Ça rapproche les gens, ça montre aussi la réalité de choses qu'on porte en commun. Un peu comme on l'a fait là, par exemple, petite parenthèse, avec la lutte contre la réforme des retraites. D'avoir les écolos dans les cortèges qui s'impliquent, etc. Ça peut sortir symbolique en termes de nombre. Et pareil, sur le piquet de grève de Grand Puy, on n'était pas les plus nombreux par rapport aux salariés et les premiers concernés. Mais symboliquement, c'est hyper important. Et de même, on a aussi, par exemple, été mené des actions, alors plus cette fois à la mode désobéissance civile des écolos, devant le siège de Total à la Défense, en prenant le temps de la formation à la non-violence, à la désobéissance civile, etc., des camarades raffineurs. Donc il y a un échange culturel, il y a quelque chose une expérience de vie et de lutte qui se crée, surtout sur une grève comme ça assez longue, c'est extrêmement important. Alors, la grève, on n'a pas gagné, les salariés n'ont pas gagné, hein. Le plan de Total a été passé. On a soutenu les luttes après devant les tribunaux pour l'attaquer, mais je dirais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que cette lutte a marqué quelque chose, et j'espère que ça a atteint un point de non-retour, c'est-à-dire que on verra d'autres luttes comme ça. J'en citerai une qui a marché cette fois, c'est on s'est battu dans le cadre du même collectif pour le maintien de la papeterie de la Chapelle d'Arblay, qui travaille avec du papier recyclé. On a réobtenu l'ouverture de l'usine. Donc des fois on n'a pas gagné comme Grand Puy, mais des fois on gagne. De même, on avait réfléchi à proposer un plan alternatif, tout à fait transparent, où on voulait dire, on va faire un modèle et on va dire, voilà, on peut avoir un nouveau site industriel, 100% vraiment écolo cette fois, avec la même quantité d'emplois. Alors en fait, l'exercice, le biais, c'est que les propositions qu'on faisait en termes d'énergie renouvelable, de pistes de réimplantation en tissu local autour du chanvre, par exemple, étaient beaucoup moins intensives en emploi. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut repenser probablement des restructurations peut-être plus profondes, parce que simplement proposer un site industriel, mais avec un modèle énergie renouvelable, à la fin on arrive avec moins d'emplois. Donc mais ça ne veut pas dire que l'exercice soit inutile, et c'est pour ça que je le mentionne, il n'a pas réussi, mais il nous a donné des pistes et des moyens de réfléchir et de repenser tout ça. Et c'est un exercice qui est évidemment à prolonger. Alors encore une fois, comme tu l'as dit, Nils, il y avait vraiment une particularité. Il y a une particularité très, très spécifique au secteur du raffinage, c'est que c'est un secteur qui a vocation à disparaître. Mais encore une fois, la priorité, c'est pas forcément. Mais encore une fois, oui, aussi, ce qu'on a constaté, c'est que c'est pas l'écologie qui a fait que Total ferme depuis 20, 30 ans, je sais pas quand les premières raffineries ont fermé, les capacités de raffinage en France. C'est pas la baisse de la vente du pétrole et l'atteinte de la sortie du net zéro qui justifie ça. C'est des justifications purement capitalistes et purement de rentabilité, de réorientation sur des marchés de raffinage ailleurs, avec des méga usines en Arabie Saoudite. Donc pareil, il fallait montrer qu'on n'était pas naïf là-dessus, mais aussi on était d'accord avec les camarades de Grand Puy que l'objectif au final de sortie du pétrole, on le partage. La question, c'est comment. Et dernier point là-dessus, un des comment, au-delà de porter des solutions, etc., c'est d'impliquer les salariés. Et ça, c'est une réponse aussi à comment cette transition industrielle peut se faire,
elle ne doit pas se faire d'en haut, elle ne doit pas se faire dicter par les préoccupations, notamment d'un actionnariat qui, quand on parle de Total, se gave un tout petit peu ces dernières années, là, depuis le Covid, mais elle doit être faite par les salariés au plus bas et dans la co-construction avec la société civile. Donc c'était ça aussi qu'on voulait montrer. Donc il y a eu des parties victorieuses de cette lutte, humainement et politiquement, etc. Il y a eu des échecs, on n'a pas tout gagné, mais c'est une étape importante. Et pour conclure, c'est quelque chose qu'on continue. Par exemple, là, il y a quelques semaines, on a travaillé avec la FTM, la Fédération des métallos, et le RAC, le Réseau Action Climat, dans un forum d'une journée sur l'automobile, sur la réflexion de qu'est-ce que peut être l'avenir de l'automobile. Et alors, comme tu disais, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Par exemple, nous on dit il faut réduire le parc automobile. Pour les salariés de l'automobile, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui est audible, alors qu'on délocalise déjà depuis 40 ans. Encore une fois, c'est pas l'écologie qui délocalise le secteur auto. En revanche, on peut porter un truc très concret et qui est le début d'une lutte commune, et c'est ce qu'on veut continuer à faire, c'est la transition, l'électrification. Elle va pas se faire avec des SUV de 2 tonnes à 60 000 € que personne peut acheter. Et pour ça, il faut promouvoir techniquement et politiquement un petit véhicule électrique construit en France par des salariés ici, qui participent à la transition, qui soit abordable et qui réindustrialise et qui peut même être facteur de relance de l'emploi. Donc c'est ce genre de dynamique-là dans laquelle s'inscrit Grand Puy et qu'on souhaite continuer et prolonger avec les syndicats, évidemment, de notre côté de Greenpeace. Voilà, en quelques mots. Merci, ça donne déjà un certain nombre d'éléments de questions. On va lancer la discussion, peut-être avant qu'on la lance à qui veut. Je vais quand même passer la parole à Frédéric Bedel, puisqu'il a participé d'une certaine façon un peu au numéro, notamment autour de la question du travail forestier. Il est par ailleurs syndicaliste, et donc effectivement les questions que posait François aussi les a d'une certaine façon croisées dans son militantisme. Donc je te laisse la parole, et puis après on discute tous ensemble. Merci, et merci pour la rencontre. Désolé d'être arrivé un petit peu en retard, je viens de province. Donc oui, je m'appelle Frédéric Bedel, je suis, comme l'a dit Charlotte tout à l'heure, ingénieur forestier à l'ONF. Mais surtout, je fais attention à mon matricule parce que je suis dans le viseur de la direction générale. Il n'y a pas beaucoup de cadres qui s'investissent à la fois dans un syndicat comme Solidaire, mais aussi qui s'exposent à l'externe, parce qu'il faut bien voir que ces alliances écologie syndicales, elles font peur à juste titre, parce qu'elles ont un pouvoir énorme. Alors je suis très content de faire suite à quelqu'un qui parle au nom du collectif Plus Jamais Ça, qu'on a rejoint, nous, Snupfen Solidaire, récemment, et ils nous ont bien accueillis, puisque un des premiers chantiers qui va être engagé dans ce collectif-là, ça va être sur la forêt, en particulier la forêt publique et l'ONF. Donc on est très heureux d'en faire partie. Donc moi j'ai participé, et je suis une des personnes à l'origine du collectif SOS Forêt, qui a été, donc on a été des bêtes curieuses étudiées par Charlotte ici. On était contents de la voir nous suivre dans nos actions, et de nous regarder de près, un petit peu de nous faire réfléchir sur ce qu'on était en train de faire. Collectif SOS Forêt, ça a commencé en 2010 en Lorraine, donc ça fait déjà 13 ans. Et c'est venu d'une idée toute simple, hein. C'est que déjà il est peut-être plus facile de populariser à l'extérieur la défense de l'environnement et de la nature que du service public. Et tant qu'on se battait sur le service public, on n'avait pas beaucoup d'écho. Donc en revanche, l'alliance avec les naturalistes, les défenseurs de la nature, l'ancien slogan de l'ONF il y a déjà quelques temps, c'était « La nature, c'est notre métier ». Maintenant, c'est devenu « Demain prend racine aujourd'hui ». Il y aurait beaucoup à dire. C'est un vrai slogan pour polluer les cerveaux, c'est une merveille. En attendant, moi je vais juste balancer quelques idées comme ça, qui ne sont pas dans l'article de Charlotte ou qui sont en filigrane, parce qu'on a eu le temps d'essayer plein de choses depuis 2010. Et par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je vais juste lancer quelques idées. Alors l'acceptation des syndicats par les ONG. Effectivement, ça n'allait pas forcément de soi. Au niveau local, en Lorraine, ça s'est plutôt bien passé. Bon, notre carte de visite, c'est qu'on avait bloqué des ventes de bois, donc syndicalistes, donc c'était plutôt sympa pour eux, pour se faire entendre, hein. Et puis, donc localement, ça a assez bien démarré aussi pour des questions de personnes, ça a été évoqué, hein. J'avais un ami, je l'ai toujours, hein, qui était à la CGT de Réal, qui y est toujours d'ailleurs, qui a contribué à écologiser la CGT de l'intérieur, parce que autant pour nous, syndicats forestiers, c'est dans nos statuts, la défense des milieux naturels.
du temps de la CFDT et maintenant de Solidaire, c'est vrai que c'était un peu plus courant de voir ces centrales syndicales-là aller dans ces secteurs-là. À la CGT, le fait simplement d'être très implanté en milieu industriel a toujours posé ce problème-là de dichotomie entre production peut-être polluante et puis écologie. Nous, on était moins en difficulté là-dessus. Et le collègue donc, de la CGT de Réal, voilà, on a vraiment fonctionné en tandem pour lancer ce collectif-là. C'est allé très vite. C'était assez étonnant de voir comment on a tout de suite trouvé des choses qui rassemblent. Et depuis, ensuite, on a ce collectif qui était lorrain au départ. On a fait le lancement ici à la Bourse du Travail en 2013 du collectif SOS Forêt France. Et là a été remis en question la participation des syndicats. Alors au niveau local, on avait même des responsables politiques. Au niveau national, on a dit c'est pas possible parce que là, il y a quand même une notion de pouvoir, de contre-pouvoir qui est assez floue. De personnes, en plus c'était 2013, oui, c'était sous Jospin. Non, c'était pas encore sous Jospin. Mais la question s'était posée de l'accession au pouvoir de certains élus PS qui peut-être feraient pas ce qu'ils faisaient dans le cadre d'un contre-pouvoir comme un collectif de ce genre. Donc bon, on a vite résolu la question des partis politiques en disant on est à votre disposition pour construire quelque chose. Mais en attendant, non, on va plutôt essayer de faire déjà quelque chose ONG syndicat. Et puis, on a fait valoir simplement que tout comme eux, on avait un peu le même statut et on était plutôt un contre-pouvoir qu'à manger dans la gamelle. Ça a été entendu. Et puis petit à petit, les ONG avec nous ont commencé à acquérir de la compétence sur la forêt qu'ils n'avaient peut-être pas, un peu plus de finesse dans le discours. Et les ONG à nos côtés se sont rendus compte qu'à côtoyer des contre-pouvoirs, ils gagnaient en pouvoir. Et ça a vraiment été vrai sur 2-3 choses. Je vais citer quelque chose d'assez récent. On a beaucoup bataillé contre la centrale à biomasse de Gardanne, qui est une énorme aberration écologique dont on a appris la connaissance. Alors, c'est la reconversion d'une centrale à charbon en belle biomasse forestière. Mais le bilan écologique de la chose, globalement, était 100 fois pire que la centrale de charbon d'origine. Donc on a mis des années à attaquer par tous les biais possibles avec les associations de là-bas, etc., au niveau national, à faire alliance aussi avec les parcs régionaux, avec le parc national des Cévennes. Certains parcs régionaux ont perdu des subventions pour s'être alliés avec nous, mais ils n'ont pas lâché le morceau. Et récemment, on a eu plusieurs décisions de justice, dont une confirmée là. Alors ça va poser problème de l'appliquer, mais c'est une grande première au niveau jurisprudence, c'est que on va demander à l'entreprise qui exploiterait Gardanne de prendre en compte dans son étude d'impact l'approvisionnement. Et ça, c'est une grande première. C'est pas uniquement les process industriels, c'est l'approvisionnement, d'où vient ma ressource naturelle. Ça, c'est des choses qui, au niveau politique, sont assez fortes et qui n'auraient pas été possibles si on n'avait pas fait ces alliances très larges. Depuis, pour Gardanne, on a commencé à se battre en 1994 avec les associations du coin. Troisième chose, il a été évoqué la question de la recherche et puis donc de peut-être non prise de risque, course au financement, etc. Il y a autre chose qui nous apparaît, nous, à force de faire cette alliance collectif SOS Forêt, on se rend compte que d'une part, nous, on bouge tous les trous en tant que syndicat. Il n'y a plus de formation interne à l'ONF, donc on fait la formation. Il y a un besoin énorme de se former, de revoir nos connaissances sur les écosystèmes parce que la forêt brûle. Et donc on fait des formations. T'es venu à la session précédente, Charlotte. Et plus ça va, plus on va gratter des connaissances qui en fait n'existent nulle part dans le monde académique. Alors là, je parle d'écologie, je ne parle pas de sociologie, mais et en matière d'écologie forestière, maintenant, à la dernière formation, le besoin, vraiment, il a apparu très clairement de passer commande à la recherche. Que ce soit nous, syndicats, avec les ONG, qui passent commande à la recherche. Parce que les questions qu'on se pose, en fait, personne ne se les pose. La direction s'est complètement déprofessionnalisée. Les ONG pures et dures qui ne viennent pas avec nous sont dans des discours un peu caricaturaux et sont braqués sur des luttes locales, mais sans chercher la dimension politique. Et donc dès qu'on commence à faire alliance et à se politiser, on va très très loin dans les questions techniques aussi. Et donc là, on a le besoin, on va dire, là maintenant, on va contacter les chercheurs et leur proposer nos sujets, nos sujets d'études de l'écologie forestière. Et puis un dernier petit clin d'œil que j'ai envie de dire.
la méthode de l'écologie des petits pas qui culpabilise tout le monde et surtout les classes sociales qui ne peuvent pas faire autrement et qui subissent tout. Ça va un temps. Il y a une autre réponse. Donc la réponse, elle est politique, face à ça, évidemment, dans l'écologie politique, mais on a fait aussi alliance avec des artistes, de plus en plus. Et je pense que dans ces coalitions-là, il faut des artistes. Je vais en citer un, c'est Bernard Boisson, qui est photographe, conférencier, qui est journaliste de la nature et de l'environnement, qui nous a rejoint assez tôt, et lui qui parle d'une dimension de la forêt dont personne ne parle, c'est la dimension psychosociale, c'est-à-dire réveiller l'humain intérieur au contact de la nature. Alors c'est pas de la sylvothérapie, ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'immersion dans des forêts profondes, les plus naturelles possibles, avec de très vieux arbres, qui font toucher du doigt l'intemporalité, qui font que les gens se déconditionnent des rapports d'intérêt. C'est plus le temps, c'est de l'argent. Il n'y a plus de temporalité. Il n'y a plus de rapport de domination, d'argent, de quoi que ce soit. Et il dit c'est incroyable ce que ça révèle sur l'humain intérieur. Et il dit en fait, les premiers parcs nationaux, c'était Fontainebleau, l'école des peintres de Barbizon. Donc on a commencé à protéger la nature grâce à l'art, à la beauté. Et donc la parade, il dit il faut beaucoup plus d'art naturaliste et embringuer tout le monde là-dedans, parce que ça sort totalement, c'est exactement l'antithèse de l'écologie des petits pas culpabilisatrice. C'est comment donner envie de s'investir pour que le monde soit plus beau. Et ça fait vraiment partie du mouvement. Alors on le fait comme on peut, mais on commence à avoir pas mal d'artistes qui viennent avec nous. Voilà, quelques idées lancées, j'espère que j'ai pas été trop long. Et puis place au débat. Merci, donc on peut passer à une... Bon, on peut... Ou pas. J'ai vu des gens commencer à le faire. On peut passer à une discussion avec la salle. Je ne suis pas sûr que le micro aille jusqu'au bout. Donc là, voilà, à voir comment tu débrouilleras. Mais en tout cas, on peut prendre 3/4 d'heure, grand maximum. Oui, 1 heure pour la discussion. Et une petite chose, si vous voulez pas être filmé, faudrait nous le dire à David, le réalisateur. Puisque donc l'idée c'est que tout soit filmé, ensuite mis en ligne. Si vous voulez pas, dites-le sur le coup, j'aurais dû le dire plus tôt. En tout cas, on peut prendre au moins jusqu'à 8 heures et même un petit peu après pour une discussion avec tout le monde. Des rebonds, il y a eu plein de pistes, plein d'expériences, plein de luttes. À vous et nous de voir vers où on veut aller conduire la discussion. Non, c'était une demande de précision. Vous êtes plusieurs à avoir fait référence à l'écologie des petits pas, mais qui sont les acteurs qui portent cette écologie des petits pas de manière plus précise là, je ne vois pas exactement de qui c'est, j'aurais voulu cette précision. Merci. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Adèle, je suis jardinière à la ville de Paris et syndicaliste à la CGT, entre autres à l'Union départementale de Paris. Donc je voulais partir d'une observation qu'on avait fait dans mon syndicat, donc les espaces verts à Paris, à la fin du premier mandat d'Anne Hidalgo. Donc si vous vous souvenez, la thématique écologique était très présente dans son programme et notamment à travers la création d'espaces verts et la plantation d'arbres. Et donc, il y avait des éléments de bilan chiffrés à la fin de son premier mandat qui étaient très précis sur le nombre d'hectares d'espaces verts créés sous sa mandature et le nombre d'arbres plantés. Et donc, on avait comparé ça aux effectifs jardiniers et aux effectifs bûcherons qui avaient chuté en fait pendant cette même période. On les avait grâce aux éléments de bilan social. Et donc on avait réalisé un tract sur le sujet, puisqu'évidemment, plus d'hectares, moins d'effectifs, ça fait une politique écologique qui pèse sur le corps des ouvriers et des ouvrières des espaces verts. Et donc ça nous avait fait nous demander en fait une politique écologique, d'accord, mais pour qui? Puisqu'évidemment, nous on est des fonctionnaires de catégorie C, de la territoriale, on a des très petits salaires, en général on n'habite pas à Paris. Et souvent, les endroits où on habite ont des politiques moins ambitieuses en termes d'espace vert et d'écologie. Et donc, on n'en profitait clairement pas. Par contre, ça pesait sur nos corps. Et donc, cette sensation que se développait en fait cette écologie bourgeoise de centre-ville qui était pas pour nous et pas juste qui se faisait sans nous, qui se faisait contre nous, en fait.
Donc ça avait posé pas mal de questions et ça avait permis en fait avec nos collègues de sortir un petit peu de l'opposition entre l'écologie et le travail, mais d'essayer d'aller un peu plus loin parce que en plus a priori si on fait ce métier c'est qu'on apprécie la nature, on est content qu'il y ait plus d'espace vert à Paris, mais voilà, donc ça c'était un peu la petite expérience qu'on avait eue et malheureusement c'est vrai que quand on avait essayé de discuter de ces sujets avec les usagers de nos jardins, c'était des discussions qui étaient pas très fructueuses parce que peut-être du fait du rejet du service public ou du fonctionnaire, mais ça semblait pas être très prégnant. Du coup, on peut faire de l'écologie sans les travailleuses et les travailleurs, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va vite tomber dans des tentations autoritaires pour forcer à la sobriété individuelle. Or, on sait quand même que les travailleuses et les travailleurs, leur action, c'est un levier de lutte exceptionnel et sans doute sans commune mesure, puisqu'on fait tourner la société, donc on est en capacité d'arrêter de la faire tourner ou de la faire tourner autrement. Donc je voulais en venir à la question de l'emploi. Je pense que c'est vraiment important de ne pas mépriser celles et ceux qui craignent pour perdre leur emploi, puisque on est tous et toutes contents quand on en a un d'avoir un salaire à la fin du mois, et que donc on peut pas en fait faire l'alliance entre le syndicalisme et l'écologie si on méprise cette question de l'emploi, d'autant plus dans une période de chômage structurel comme on la connaît. Et donc pour lier les questions de travail et les questions d'écologie, moi j'ai l'impression qu'il y a une revendication vraiment centrale et évidente, c'est celle de la réduction du temps de travail. C'est une revendication historique du mouvement ouvrier, donc c'est très facile d'en parler dans les syndicats, tous les syndicats en parlent. C'est aussi la question de la réduction du temps de travail, donc du partage du travail. Ça permet de lier la question du travail, du chômage, et de se demander qu'est-ce qu'on veut produire et pourquoi, et qu'est-ce qu'on veut arrêter de produire tout en maintenant des salaires pour tout le monde. Je terminerai sur le fait que pour lier ces questions de travail et écologique, à l'UD de Paris, on a décidé de lancer une campagne pour cet été sur le travail par forte chaleur. Et à cette occasion-là, on a réactivé le collectif Alliance écologique et sociale de Paris. Donc on a eu une première réunion, c'était très intéressant. Et parce qu'en fait, on est persuadé qu'en liant, quand la canicule est là, c'est quelque chose qui touche tellement nos corps que ça devient en fait le premier sujet de discussion, que Paris est une ville particulièrement touchée par ce sujet. Donc c'est notre responsabilité de parler de ça, sur la santé au travail, les conditions de travail, etc. Mais aussi que c'est un angle où c'est pas très compliqué de le lier avec la question de qui est responsable finalement des dérèglements climatiques, et donc la question du capitalisme, de la répartition des richesses, de l'exploitation par le travail, etc. Et comme on sait en tant que syndicaliste que la conscience se façonne dans les luttes, on pense qu'en multipliant et surtout en coordonnant les luttes sur ce sujet, parce qu'en les multipliant, en fait, il y en a déjà depuis des années dans les boîtes, mais c'est juste qu'elles sont peu médiatisées. En les coordonnant et en les médiatisant, on pense que ça fait partie des sujets qui peuvent aider à faire des ponts entre finalement la question du travail et la question écologique. Moi, je suis Jean-Claude Mamès, je participe à un bloc d'échanges intersyndicaux qui s'appelle Syndic Collectif. Bon. Je voulais poser une question pour rebondir sur plusieurs de vos interventions aux uns et aux autres. Presque tous, vous avez dit, si on veut vraiment être sérieux avec cette question des liens entre la recherche, le syndicalisme, etc., il faut y prendre beaucoup de temps. Il faut, même quelqu'un a dit, il faut un budget pour avoir le moyen de passer du temps. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui est assez vertigineux, je trouve, parce que quand le discours dominant qu'on entend sur la question de la transition écologique, y compris le discours du GIEC, c'est
on n'a plus le temps. Et effectivement, quand on veut travailler sur le problème de la transition écologique de manière un peu sérieuse, et moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit, hein, par ailleurs, hein, j'approuve totalement, enfin a priori, je suis pleinement d'accord avec ça. Mais quand on veut travailler sur la question écologique, quand on veut travailler sur la question des forêts, nous l'a un peu fait sentir physiquement, hein, le rapport entre l'humain, la nature, etc. Quand on travaille sur toutes ces questions sur un plan philosophique ou civilisationnel, on voit que il faut changer complètement notre rapport au monde. Bon. Et donc le rapport à la matière, donc à l'industrie, donc à plein de choses. Bon. Et donc là, il y a quelque chose qui a une contradiction, moi, que je ressens de manière vertigineuse. Bon. Donc je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette contradiction apparente, ou peut-être qu'elle n'existe pas, mais si elle n'existe pas, tant mieux, mais je ne sais pas comment la résoudre. Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour cette invitation au discours et à la discussion sur la question du travail et d'écologie. Donc je vais juste parler de ma petite porte et de ma toute petite expérience. Je suis donc ergonome. J'ai appris récemment que c'est pas un métier, alors on va dire intervenante ergonome, comme ça passera mieux. J'ai débarqué, pas dans le bon sens du terme, d'une centrale syndicale qui n'est pas celle qui est présente majoritairement ici ce soir. Donc j'ai eu beau y avoir passé 18 mois, je pense que je suis clairement ignorante de ce que c'est vraiment le syndicalisme, mais j'étais pas là-bas pour ça, donc voilà. Toujours est-il, c'est que de l'intérieur de cette autre centrale, j'étais dans une fédération portée sur les branches professionnelles chimie-énergie. Et mon job là-bas, c'était de former les élus aux questions CSE, santé, sécurité au travail, et de réaliser également des expertises, risques graves et projets importants. En tout cas, de l'intérieur et de cette toute petite expérience, j'ai pris quand même la mesure que la question du travail, de l'activité de travail, puisque comme je vous le dis, ma pratique professionnelle m'amène à me poser la question de ce que font les gens, comment ils le font, pourquoi, qu'est-ce que ça leur apporte, dans quelles conditions, avec quelles ressources. Clairement, tous les militants que j'ai rencontrés, cette question-là est bien loin de leurs préoccupations. Je pense que, en tout cas, pour l'échantillon que j'ai eu, les questions sont plutôt clairement portées sur les notions d'emploi. Et que la question des connaissances, de l'émancipation et de la compréhension de ce qui se joue en situation de travail pour tous ces salariés militants syndicalistes dans leurs grosses usines qui font des trucs quelquefois bien cracra, en fait je me dis qu'on est quand même loin du compte. Donc c'est vrai que je trouve ça génial qu'on interpelle la question du travail syndical avec le travail des écologistes ou du travail tout court, mais c'est vrai que moi pour le coup cette tête de pont je l'ai absolument pas sentie, donc ça m'a amené aussi à me dire qu'en interne j'aurais eu envie de promouvoir un accompagnement à la formation d'une autre façon que celle qui était proposée par ma structure, parce que je me dis oui, à ce jour il y a un vrai axe et un vrai levier à accomplir auprès du champ militant et du champ syndical. Alors après, comme je vous dis, avec tout respect par l'institution qui est là présente ici, parce que je suis aussi ignorante et je parle juste de ma petite lorgnette. Donc c'était ce questionnement que j'avais envie de porter avec vous, s'il y a d'autres éléments, bien sûr, de partage à ce sujet, quoi. Merci. Oui, Benoît Martin, secrétaire général de l'Union départementale CGT de Paris. Donc, la question de la démocratie est venue aussi dans le débat. Ce que l'on porte en tant que citoyen, en tant que syndicaliste, à quoi on se heurte, à la technocratie, le projet néolibéral qui avance quoi qu'il en coûte. Et donc, je voudrais revenir aussi sur la Convention citoyenne, sur le climat, qui avait donné quand même des résultats assez intéressants. Tellement intéressant que la plupart des mesures proposées ont été retoquées. Je pense que ça pèse quand même dans l'état d'esprit, et également par rapport à la bataille des retraites, là aussi, un gouvernement qui gouverne contre son peuple et qui n'écoute rien de l'intérêt général, de la volonté du plus grand nombre. Donc la question démocratique est forcément présente dans toutes nos questions. Voilà. Après, avec qui travailler sur ces questions, travail, écologie, je pense qu'il faut être le plus pluridisciplinaire possible. On vient d'entendre une ergonome parler, on a entendu il y a un philosophe ou des philosophes ici, il y a des
des sociologues, beaucoup de sociologues, peut-être des ingénieurs, des techniciens, puis des travailleurs, des travailleuses qui sont les meilleurs experts de leur travail. Hein, ça, c'est tout à fait à souligner. Je pense que la question des juristes aussi est importante. Hein. Il y a une espèce de balbutiement en ce moment. On est au début de la mise en place d'un droit social à vocation environnementale. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant dans les différents codes là-dessus, mais dans le code du travail, ça progresse lentement. Mais en tout cas, il y a une école de pensée avec des juristes en droit du travail qui veulent faire avancer le droit social à vocation environnementale dans les entreprises, parce que l'idée, le E de environnemental a été mis, vous savez, le Conseil économique et social est devenu un CESE avec un E à la fin, voilà, c'est pareil au niveau des Césaires, au niveau régional, mais bon, on est là sur des niveaux institutionnels qui ont peu de prise sur la réalité. C'est vrai que dans les entreprises et les administrations, si on arrivait à imposer, en étant aidé par le droit social, les questions d'environnement, d'écologie au travail, ce serait quand même également intéressant. Et puis ce que je voulais dire pour finir, c'est l'expérience qu'on a eue depuis plusieurs années maintenant avec le collectif Plomb de Notre-Dame. Hein, donc Annie est là, salut Annie. Donc on a beaucoup appris au contact, enfin les uns les autres, entre les syndicalistes de la CGT, parfois FSU, parfois Solidaire, et puis deux associations, Henri Pézra, Travail, Santé, Environnement, et puis l'association des familles victimes du saturnisme. Voilà, c'est en se mettant autour d'une table, en travaillant, en se faisant une série de réunions qu'on apprend les uns des autres, et qu'on a créé quand même un rapport de force. Après 4 ans, voilà, ça reste compliqué. On a tout utilisé, on a une certaine expertise maintenant. Après avoir partagé tout ça, voilà, on a utilisé les médias, les conférences de presse, les communiqués de presse, bien entendu. Et puis là, on est sur le terrain judiciaire. On a porté plainte, voilà, pour mise en danger d'autrui. Voilà, et donc l'enquête démarre, voilà, et donc voilà, on est sur du temps judiciaire, ça va être relativement long, mais voilà, on veut, le procès qu'on espère qui devrait se tenir un jour ou l'autre, hein, portera notamment sur la période des mois qui ont suivi l'incendie de Notre-Dame et de la totale inertie des pouvoirs publics, alors que nous-mêmes, le collectif Plomb de Notre-Dame, nous étions une force de proposition sur ce qu'il fallait faire pour éviter cette pollution au plomb, pour la stopper en tout cas, hein, et donc et puis poursuivre médicalement également toutes les personnes qui ont été exposées, que ce soit des travailleurs ou des habitants. Voilà, donc ça va nécessiter beaucoup de patience encore cette affaire-là, mais ce sera à suivre vraiment de près. Et ce qui est vraiment scandaleux en ce moment, c'est que la cathédrale Notre-Dame est reconstruite à l'identique en utilisant toujours du plomb. Voilà, cette substance n'est toujours pas interdite. Voilà, elle est présente un peu partout, certes, mais faire de nouvelles constructions avec du plomb, voilà, c'est une aberration. Concernant l'amiante, ça n'existe plus, ça n'est plus permis. Hein. Mais il y a eu des combats sociaux, environnementaux là-dessus également. Et donc voilà, c'est bien par la lutte qu'on pourra également à terme empêcher l'utilisation du plomb dans de nouvelles fabrications. Voilà, merci pour votre écoute. Bonsoir, donc je suis Annie Tebouni et je représente aussi l'association Henri Pézra et je suis également chercheur. Donc tout ce qui a été évoqué est complètement au cœur de ma réflexion sur notamment comment travailler comme chercheur et faire en sorte que les résultats de recherche puissent être appropriables par les premiers intéressés. Et c'est vrai que ça, c'est une question qui est toujours difficile parce qu'on est tellement engagé dans nos organismes de recherche vers une publication académique exclusivement, et la valorisation est très peu valorisée dans le milieu académique. Donc j'ai été confrontée à ça et je pense que c'est quelque chose qui est d'autant plus difficile quand on est sur des sujets comme ceux qu'on aborde ce soir. Alors en complément un peu de ce que vient de dire Benoît, parce que c'est vrai qu'à l'association Henri Pézra, notre objectif c'est d'apporter un soutien aux luttes pour la santé en rapport avec le travail et l'environnement. Donc on est à l'articulation des deux questions santé environnementale
question santé-travail. Et on s'aperçoit que souvent c'est l'un ou l'autre. Et la difficulté, c'est de se dire que ça ne devrait pas être l'un sans l'autre. Henri Pézra disait la santé des travailleurs est la sentinelle de la santé environnementale. Et en fait, cette expérience, on l'a pour l'amiante, on l'a pour le plomb. Mais si je reprends l'exemple que donnait Benoît du travail qu'on fait autour de Notre-Dame, on n'a pas de contact avec les syndicalistes qui seraient censés pouvoir intervenir sur le chantier, ou même les syndicalistes pour les travailleurs qui sont autour de Notre-Dame. Le seul collectif avec lequel on a essayé de travailler, avec lequel on continue à travailler, c'est le collectif nettoyage de l'Union départementale CGT. Mais on peut dire que le constat a été un constat d'échec sur la possibilité de les protéger du plomb, parce qu'il aurait fallu que les autorités qui ont décidé de ne pas faire de confinement décident l'inverse. On a aussi travaillé avec le secteur de la petite enfance de la mairie de Paris, mais je dirais que là aussi, on se heurte finalement, et dans le rapport de force, on se heurte à des forces qui dépassent complètement le rapport habituel, je dirais, le rapport de force au niveau de la production. Et puis je voudrais juste attirer aussi votre attention sur les déstructurations qu'il y a eu, qui font que, au niveau syndical aujourd'hui, ceux qui se battent, quand ils le peuvent, c'est souvent les syndicats des donneurs d'ordre, mais il y a tout le problème de la sous-traitance. Et pour travailler depuis 30 ans sur la sous-traitance, ce qu'on gagne parfois sur certains sites, moi j'ai travaillé beaucoup notamment dans l'industrie nucléaire, et dans l'industrie nucléaire, c'est actuellement une catastrophe du point de vue syndical, parce que ils ont fait la chasse aux syndicalistes dans la maintenance. Il n'y a pas de syndicalisme, à ma connaissance, dans tout ce qui est le démantèlement. On n'a aucune information sur ce qui se passe du point de vue du travail sur le démantèlement, et ils arrivent donc à ce paradoxe complètement fou de dire que le nucléaire est écologiquement bon, alors que c'est une aberration totale, et à commencer par la santé des travailleurs. Mais il y a une telle invisibilité, je dirais, du travail, des travailleurs et des mots du travail, que pratiquement, ils imposent une vision, une représentation du nucléaire qui est totalement contraire à ce qui se passe réellement, et pour les travailleurs, et pour les riverains des sites nucléaires. Donc je voulais juste apporter ces quelques éléments. Baptiste, donc, du collectif doctorant de la CGT, je le mentionne pour les doctorants et doctorantes qui voudraient faire un pas de plus vers le monde syndical, et militant en union locale à Paris. Ouais, j'ai l'impression que sur beaucoup de cas, on se trouve un peu face à la contradiction emploi-environnement, et j'ai l'impression que dans les revendications syndicales existantes, en fait, outre la réduction du temps de travail, il y a d'autres pistes qui sont, enfin d'autres revendications qui peuvent résoudre un peu cette équation, et qui sont un peu sous-investies sous cet angle-là. Je pense notamment à la revendication CGT de nouveau statut du travail salarié, voilà, qui a pour vocation de déconnecter un peu plus le salaire de l'emploi en garantissant une continuité du salaire tout au long de la carrière. Et en garantissant un salaire entre deux emplois via une sécurité sociale professionnelle. Bon, là j'ai l'impression que c'est une revendication qui déjà a notamment comme intérêt de supprimer en pratique la sous-traitance, et ensuite de résoudre en partie la contradiction entre je perds mon emploi ou je détruis l'environnement. Et j'ai pas l'impression qu'elle soit très travaillée sous l'angle écologique, mais je pense qu'elle pourrait l'être. Et un deuxième aspect revendicatif qui me paraît intéressant, c'est la réflexion qu'il y a en ce moment d'extension de la sécurité sociale, notamment le travail collectif qu'il y a alors avec différents syndicats et associations du secteur sur la sécurité sociale de l'alimentation, où là bon c'est pareil, on a des réflexions qui permettent de sortir de
sortir de l'expérimentation et du côté à toute petite échelle de l'agriculture, voilà, disons biologique, et de la faire passer à grande échelle en garantissant des bonnes conditions de travail et à nouveau en contournant le problème de emploi, productivité, en disant en fait il faut allouer, enfin créer une cotisation et avoir par une décision politique globale allouer une certaine masse monétaire à ce travail agricole écologique et garantissant de bonnes conditions de travail. Et bon voilà, il y a aussi des réflexions qui commencent. Alors je sais que la CGT Suez notamment a commencé à réfléchir à des choses sur la sécurité sociale de l'eau. Voilà, bon, j'ai l'impression que cette piste de mise en sécurité sociale, en fait, elle permettrait de résoudre en pratique beaucoup de contradictions, et notamment en proposant aussi un modèle où les décisions d'investissement seraient à la fois aux mains des salariés, et on peut imaginer aux mains des usagers, usagères aussi. Et donc voilà, ce modèle, il pourrait être réfléchi à d'autres secteurs. Parce qu'il permet de résoudre à la fois l'aspect garantir un salaire, et en même temps qui décide, eh bien à la fois les salariés et bien sûr les gens qui sont usagers, usagères ou impactés par des projets. Et j'avais un deuxième point qui était sur les questions des alliances. Je pense qu'il faut pas, des fois on a tendance à envisager les alliances un petit peu uniquement comme des additions de forces existantes. Je pense que les alliances, elles sont intéressantes à partir du moment où elles permettent d'aller au-delà, que pour l'instant en fait on le voit plutôt on perd, et malgré les alliances qui vont vraiment dans le bon sens et qui permettent d'avoir des choses vraiment intéressantes qui se passent, mais j'ai l'impression que il faut qu'on arrive à développer des alliances où en fait ça permet de développer une force, et notamment une force syndicale assez importante, pour qu'on devienne en capacité d'imposer des décisions de production, ce qui aujourd'hui est la limite, mais voilà, c'est la définition du capitalisme, quoi. Les capitalisme, les salariés sont exclus des décisions économiques et exclus des décisions d'investissement. Mais si alliance il doit y avoir, elles doivent aussi se traduire, je pense, par un investissement un peu massif dans les syndicats, ou au moins sur les lieux de travail, pour acquérir la capacité collective de réorienter la production vers des critères sociaux et écologiques. Merci. On va passer peut-être à un premier tour de réaction de nos intervenants, et je suis désolé, à titre personnel, je dois vous quitter parce que j'ai une réunion à 20h. Donc voilà, merci. Et qui veut commencer peut-être à rebondir sur ce qui a été dit, déjà peut-être sur la question du temps et de la contradiction, peut-être avec l'urgence, ou qui veut Oui, je voulais réagir sur ce point. On n'a pas le temps, enfin on n'a plus le temps et il faut du temps. Je suis forestier, donc j'ai appris que la forêt elle se déploie un chêne Cécile, le beau gros chêne cher à nos cœurs, qui vit, si on le laisse vivre tout son cycle, 800 à 1000 ans. Et en fait, ça veut rien dire, puisque on découvre, plus on soulève le voile sur l'écosystème forestier, que un arbre n'est pas du tout un individu. Un arbre, c'est une somme d'individus qui, en plus, une fois qu'il est mort, une fois que le pied d'arbre est mort, contribue à nourrir le reste de l'écosystème. Donc en fait, l'arbre, il est immortel. Bon, alors voilà, on a ce petit côté philosophe du côté des forestiers. C'est clair que, moi je vous ai présenté un résultat jurisprudentiel sur Gardanne qui nous a pris 9 ans. On a commencé à devenir une force de propositions politiques au bout de 4-5 ans de collectif SOS Forêt, mais on est très écouté. Et donc, ce qu'il faut déjà, c'est se mettre dans le crâne que ces alliances-là, elles sont d'une puissance terrible. Et alors, la question du temps, on peut la voir effectivement, combien de temps il faut, combien d'années il faut pour changer les mentalités. Alors ça, c'est long. Mais quel temps on a, quel temps on peut se dégager dans la lutte syndicale. Alors ça, c'est pas forcément transposable, ce que je vais dire partout, hein. Mais
on a fait du détournement d'objets délibéré avec notre syndicat, avec le SNUPFEN solidaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'agenda du patron, avec les réunions du CSE, de la CHSCT, etc. On voit comment les sujets sont traités, par exemple pour la défense des collègues en CHSCT. On préfère aller les défendre nous-mêmes, engager des procédures soit juridiques, soit etc., pour accélérer les choses, mettre pression sur le patron et tout traiter en dehors des réunions et aller faire de l'assistance des collègues. Et on a eu de longues périodes de boycott des instances. Il faut dire, chez nous, ils sont assez balèzes. Il y a plusieurs médecins du travail qui nous ont dit, en siégeant au CHS à l'ONF, qu'ils n'avaient jamais vu ça nulle part. Le mépris de la part du patron, des instances, simplement des règlements intérieurs du BABA, il est atteint à tel point que très vite on a compris qu'on n'avait plus rien à faire là. Donc en fait, on a essayé un espèce de syndicalisme total où on a notre agenda, nos actions. Donc toutes nos absences syndicales, elles passent là-dedans, dans des choses à notre initiative. Ben ça dégage du temps. Hein. Parce que je peux vous dire, pour essayer de conduire avec d'autres une machine folle comme le collectif SOS Forêt France pendant 13 ans, en étant chef de service, et on m'en demande... En 2010, j'ai vu mon périmètre d'action doubler. Mais tous les collègues, hein, ils font 2 fois plus ou 3 fois plus de boulot qu'il y a 15 ans. Mais sauf que j'ai droit à tant de jours de syndicat, je vais m'en servir pour faire ça. Et le détournement d'objets, il va très loin. C'est-à-dire que moi, j'ai bien aimé l'exemple du projet de centre de déconstruction navale. Mais c'est exactement ça qui les fait paniquer, quoi. Quand on va suffisamment loin en tant que syndicat pour proposer des contre-projets industriels, de sociétés, des articles de loi, hein, nous on ne fait plus que ça. On propose des articles de loi forestière. On a réussi à faire entrer des choses dans le préambule du code forestier. Donc voilà, la question du temps, elle se résout en trouvant le temps. Et donc au départ, c'est une respiration, le temps syndical, donc il faut tous se syndiquer évidemment. Bon, là, je parle dans le vide, mais en plus, le temps syndical, il faut l'utiliser vraiment de la manière la plus efficace possible. Donc oublier totalement les pièges, les instances, etc. Nous, on fait plus ça, on fait autre chose. Et donc ça permet quand même d'avancer assez vite dans la direction qu'on souhaite. Et c'est d'une puissance. Enfin franchement, moi je pensais pas qu'on s'attire autant d'alliés et qu'on pèse aussi lourd au niveau national en quelques années. Donc moi, voilà, après il y a le collectif Plus Jamais Ça qui fait ça à une échelle, on va dire, des centrales syndicales, quoi, et des grandes associations. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire partout, quoi. Nouer des alliances partout, et ça les fait complètement paniquer. Et on obtient des choses que, enfin, l'écologie politique pratique, elle est là, quoi. C'est vraiment et ça marche. Hein. Je vais pas détailler tout ce qu'on a réussi à faire en s'étonnant nous-mêmes. Sur les effectifs de l'ONF, on a même remporté une victoire l'an dernier. On a bloqué la suppression d'effectifs qui durait depuis 20 ans, sous Macron, pour un service public. Donc c'est que rien n'est impossible. Très, très rapidement, je crois que tu as globalement dit ce que je voulais dire sur le temps, mais c'est vrai qu'on est pris dans une urgence environnementale. On la connaît, elle est chiffrée par le GIEC, elle est chiffrée sur tous les autres seuils planétaires. Et le temps de devoir faire évoluer les choses. Et en fait, la réponse, comme tu l'as dit, c'est y consacrer plus de temps. Et c'est aussi, alors nous, militants dans nos temps de vie, nous, dans nos orgas, mais c'est aussi complètement hallucinant, et c'est là où on peut peser, que le temps médiatique aujourd'hui, il est occupé à des choses tout à fait sympathiques, comme les questions d'immigration, comme les questions de séparatisme, etc. C'est du gros écran de fumée pour empêcher que ce temps auquel on pense, le temps social et le temps écologique soit libéré, y compris médiatiquement, et ça c'est aussi notre lutte. Et je voulais rebondir très rapidement sur 2 choses. Tu parlais de la question de la démocratie. Ça m'a pensé à une autre chose qui nous rassemble, mouvement social et écolo. On est victime de plus en plus d'une répression policière, d'une répression judiciaire, d'une criminalisation de nos mouvements, que ce soit quand on mène des luttes ensemble, ou on l'a vu aussi bien dans la lutte contre la réforme des retraites, qui est une lutte sociale forte, et on a vu le niveau de répression, on l'a vu dans des luttes écolos, avec la criminalisation de certains mouvements écolos, nous on le voit bien, et dans les luttes communes, et on le voit avec la menace de la dissolution de Sainte-Soline, des soulèvements de la terre suite à Sainte-Soline, pas mal le lapsus. Et c'est intéressant parce que là on parlait d'alliance, c'est une alliance où on a en plus des paysans, on a les héritiers de Notre-Dame-des-Landes, et on a de plus en plus les assauts de droits de l'homme, on l'a vu avec la présence de la LDH, très important, et dans les manifs retraites et sur les questions des bassines. Donc l'Alliance a vocation à aller encore plus loin que simplement des centrales écolos, des centrales syndicales et des mouvements écolos. Et un dernier mot sur la question des petits pas.
Je pense qu'il y a une chose qui est super intéressante ces derniers temps, et c'est une évolution vraiment intéressante de pas mal de nos orgas, c'est la question de pointer du doigt la responsabilité des riches. Et la campagne sur les jets privés, elle est vachement intéressante. La réflexion sur les super profits, sur la taxation des dividendes, ça déplace complètement le sujet et ça remet le projecteur sur les vrais responsables et de cette casse sociale et environnementale. Un peu en tant qu'individu, mais ça c'est plus anecdotique, de l'anecdotique. Quand on voit Arnaud, ça énerve quand on suit son jet, c'est très bien, mais c'est surtout les responsabilités structurelles des entreprises dont ces gens-là sont les dirigeants, quoi. Oui, j'en profite pour rebondir sur la question des petits pas, petits gestes écologiques, même si la personne qui a posé la question est partie, mais peut-être que ça intéressait d'autres personnes. La question que la personne posait, c'était qui relaye cette norme-là, enfin qui la fait circuler. Et donc moi, je vais répondre en fonction de ce que j'ai vu sur mon terrain de recherche plus particulièrement, qui est donc sur le tri des déchets en particulier. Et donc pour moi, il y a cette norme éco-citoyenne, elle est relayée notamment par deux institutions. Donc d'une part, il y a des institutions publiques comme l'ADEME, donc là c'est au niveau de l'État, et d'autre part, moi ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une relégation de la gestion des déchets aussi au niveau des associations, ce qui a été observé par Delphine Cortel, qui avait aussi bossé sur les ressourceries, que sur les ressourceries elle pour le coup. Et donc on peut aussi questionner la position des associations qui vont mener des missions de sensibilisation à l'écologie et qui vont se faire le relais de cette idée que individuellement on peut agir, c'est pas faux, et je suis pas là pour dire qu'il faut pas trier vos déchets, et c'est pas ça la question, mais effectivement ça permet aussi à un niveau beaucoup plus macro d'éclipser certaines responsabilités beaucoup plus lourdes et conséquentes et structurelles comme ça vient d'être dit. Voilà. Je veux bien dire un petit mot sur la question du temps, lié à une recherche en cours, un livre en cours de rédaction dont j'ai pas du tout parlé dans le bouquin. Bon, à mon avis, pour aller vraiment au vif du sujet, il y a une sorte de piège dans cette sensation d'urgence, et qui est liée aussi un peu à une illusion. C'est-à-dire, l'illusion, c'est que les catastrophes écologiques vont arriver. Et donc il faut les éviter. Mais en fait, elles sont là. Et là, vraiment, l'écologie politique l'a montré depuis longtemps. Elles sont là depuis très longtemps, en réalité, 200, 500 ans. Mais on peut dire qu'elles commencent, si on a envie, en 1945, pour que ce soit plus simple à se représenter par rapport à l'Anthropocène. Et donc, elles sont déjà là. Et donc, pour le syndicalisme, il n'y a pas l'idée qu'il faut, ou même pour l'action politique, je pense qu'il faut arrêter avec cette idée qu'il faut très très vite arriver à faire quelque chose pour éviter la catastrophe. Les catastrophes sont déjà là. Donc, si on parle d'éco-syndicalisme, j'essaie de penser ça. Je reprends un terme de Benoît, mais dans une discussion récente. En fait, la double besogne, elle concerne l'écologie et l'éco-syndicalisme. Il faut s'adapter. On est bien obligé, donc il faut se préoccuper de la santé au travail, la santé environnementale tout de suite. Et là, il y a une urgence, comme il y a toujours eu des urgences, d'éviter les morts, d'éviter les blessés, les mutilations, la souffrance psychique, toutes les souffrances liées au travail dans le capitalisme. Bon. Donc cette urgence, elle a toujours existé, elle existe encore plus. Mais en même temps, par contre, si on pense à une transformation ou une révolution écologique et sociale, ça devrait être le titre de mon bouquin, là, ça va être très 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 long. L'Anthropocène, on n'en sortira même pas dans 50 ans, même pas dans 100 ans certainement. Même si on faisait vraiment une révolution là demain. Et donc il y a vraiment, je pense, quelque chose où il faut arriver à se sortir de l'imaginaire, où il faut vite prendre le pouvoir pour arriver à éviter les catastrophes. Les catastrophes sont déjà là. Le syndicalisme doit à la fois s'adapter, les atténuer et conjurer les catastrophes, donc faire une révolution qui durera 50, 100 ans. Et là, on se confronte au temps de la nature aussi. Et là, il y a plein de réflexions en philo, intéressantes sur. Bon. Mais donc voilà, j'ai l'impression que c'est une question aussi un peu piégée en fait, et qu'il faut faire attention à cette idée. Oh là là, vous avez 3 ans. Le GIEC peut sortir des choses comme ça, ou plutôt les résumés du GIEC re-résumés ensuite par les médias. Et il y a à mon avis, une illusion et un piège politique là-dedans. Oui, je rebondis sur la même question là, mais juste pour dire 2 mots sur cette contradiction temps-urgence là. Non, mais c'est simplement que ça m'évoque le fait que en fait, le temps de la recherche il est pluriel, qu'il y a le temps de faire une thèse qui peut durer 3, 4, 5, 6 ans, parfois plus. Puis il y a aussi des recherches à l'autre extrême, des recherches ciblées. Moi, la recherche dont je vous ai parlé, elle a duré 3 mois.
Donc sur un objet bien localisé, où on fait une expertise précise, voilà, sur un enjeu qu'on a identifié. Et en fait, moi, ça m'évoque plutôt la question de démultiplier les occasions de faire des recherches, différents formats. Donc là, à nouveau, question de politique publique. La sociologie, c'est pas exactement la discipline préférée du pouvoir en ce moment. Mais pourtant, il y aurait beaucoup à faire pour multiplier les chantiers, voilà, plus ou moins appliqués, entre guillemets, plus ou moins fondamentaux. Enfin, je dis ces catégories à la volée, hein, distanciées. Voilà, pour approfondir notre regard sur les problèmes, la connaissance des problèmes, leur problématisation, etc., etc. Et si je peux dire un mot sur les petits gestes, ça me renvoie aussi aux questions des petits gestes, là. Parce que faire de la recherche, c'est les financer en grande partie. C'est-à-dire que le temps syndical, dégager les temps de délégation, c'est bien, mais à un moment donné, c'est bien aussi de pouvoir payer des gens qui vont faire ça à temps plein. Et donc cette économie, j'ai pas l'impression, elle est un peu sous-jacente dans nos discussions, mais c'est un problème fondamental. Moi, sur mon terrain, j'ai vu une recyclerie se monter, et c'est extrêmement fragile. Et il y en a une pour l'Île-de-France, quoi. C'est-à-dire le caractère comment dire, j'ai envie de dire marginal sans être dépréciatif, mais l'étroitesse du dispositif. Donc la question, c'est aussi de financer un secteur économique qui accompagne de nouvelles pratiques en sortant des petites, pour que ce soit pas réduit aux petites initiatives locales, en fait. Donc voilà, c'était pour offrir ce questionnement sur quel financement, ce qui nous renvoie aux collègues qui parlaient du conventionnement de la sécurité sociale et tout ce genre de choses-là. Oui, je voulais rebondir également sur la question de la temporalité. Effectivement, comme tu l'as dit, Alexis, il y a une dimension de l'urgence qui permet également à des acteurs économiques d'opérer une transition à marche forcée. Et d'un autre côté, pour des salariés et donc des syndicalistes également, d'être forcés, en fait. Il y a quand même une accélération en ce moment de positionnement sur les questions écologiques parce qu'ils subissent de plein fouet ces transformations, quoi. On a l'exemple des dockers à Fos-sur-Mer qui ne sont pas considérés comme les plus grands écologistes. Au contraire, on va dire qu'ils sont plutôt, on va dire, une forme assez rétive parfois à être considérés comme écologistes parce qu'ils ont tout un imaginaire, voilà, de qui sont les écologistes, l'environnementalisme, etc. Et que eux, voilà, ont mis en place un projet Fos en grand en disant, voilà, on ne veut pas être laissé pour compte de la transition écologique et ont mis en place des arguments, voilà, de l'écologie au sein de leur développement, de leur pensée économique et productive. Après, comme donc l'avait dit la personne qui était ergonome, dans le monde du travail, les questions d'environnement sont loin d'être au premier plan des préoccupations des salariés et des gens en général. Donc il ne faut pas non plus considérer que, voilà, que l'ensemble des salariés auraient à cœur de transformer leur production, etc. C'est une possibilité et c'est au syndicalisme qui également n'a pas fait cette transition-là et ne porte pas prioritairement ces enjeux écologiques dans leur programme en général. Donc aussi d'opérer une transformation politique et de convaincre en fait et les syndicalistes et les salariés de la nécessité d'opérer ces transformations. Et enfin, qui dit alliance dit également conflit. On voit différentes alliances peuvent rentrer en conflit l'une avec les autres. Je vais revenir, par exemple, tu parlais des questions de la biomasse de Gardanne. Voilà, la biomasse de Gardanne et l'interdiction de cette biomasse sont portées par un collectif d'alliances avec des syndicalistes et donc des Souhaits Forêt, c'est ça. Mais d'un autre côté, Gardanne est défendu également le projet de biomasse par la CGT et par des salariés. Et donc on a là l'opposition de deux formes d'écologie politique, entre deux types de salariés également, qui sont opposés donc dans un même rapport, on va dire, au travail, avec des arguments, etc. Et la question, c'est que je pense que ces formes de conflictualité vont, au fur et à mesure des années et aussi d'une augmentation du temps, progressivement de plus en plus s'exemplifier et peut aussi fracturer, on va dire, le mouvement, on va dire, des salariés s'il n'y a pas de débat de fond entre ces différentes alliances également. Donc, non seulement alliance entre les acteurs, mais on va dire alliance et discussion entre les alliances. Donc ça peut être aussi compliqué. Merci beaucoup. Ouais, je voulais juste rebondir aussi sur l'urgence. Et juste avant, sur la question de Gardanne, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la CET, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement des travailleurs de la CET qui défendent le projet de conversion parce qu'il y a un gros enjeu quand même de suppression de postes, etc. Mais la CGT Forêt Bouches-du-Rhône est dans SOS Forêt. Du coup, c'est intéressant, on fait les relations en interne. Voilà. Il y a tout un sujet là-dessus.
CGT Forêt Bouches-du-Rhône fait partie du collectif SOS Forêt avec FNE, etc. Mais voilà. Et donc sur la question de l'urgence, comme l'a dit Frédéric, il y a tout un enjeu. En forêt, c'est omniprésent, et du coup, qu'on travaille sur les forêts, les forestiers, ça covide pas mal. Et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, il faut faire attention parce que la catégorie d'urgence, elle s'inscrit dans un monde social particulier, qui est un monde capitaliste. Et dans le cas des forêts, il y a vraiment ce truc que l'argument de l'urgence, il est avant tout porté par les partisans d'une sylviculture intensive. Tout d'un coup, Covid, etc. Et paf, il y a des incendies, et Macron qui s'en foutait totalement, comme dans l'an 2000 des politiques forestières, de même que l'État français, ça fait des années et des années que les budgets ne font que baisser pour l'ONF, mais pour la forêt en général. Bref, tout d'un coup, 1 milliard d'arbres, on y va. Et c'est vraiment cette question de l'urgence qui est vraiment instrumentalisée aussi en face contre des partisans plus d'une vision dite proche de la nature qui va penser à plus long terme. Et donc ça m'amène à penser l'idée que, pour revenir aussi sur les obstacles à l'écologisation de la recherche, notamment en sociologie, du travail sur les questions écologiques, c'est tous les apports aussi, je trouve, de l'anthropologie dite de la nature, les travaux de Philippe Descola d'une part, tous les travaux aussi plus proches de STS, etc., de Bruno Latour, qui est souvent décrié pour dépolitiser les questions écologiques, mais qui ont cet intérêt de se décentrer, d'essayer de sortir d'un prisme purement, entre guillemets, capitaliste, pour comprendre qu'est-ce qui peut se jouer, et pas s'enfermer dans des catégories qui, en fait, sont toutes construites. Je veux dire, la compensation carbone, quand on parle de transition, ça a été construit par des lobbies américains, etc. Il y a tous les travaux de Jean-Baptiste Fressoz là-dessus. Il faut faire attention, en fait, aux mots qu'on utilise. Et en fait, l'intérêt de voir qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, dans d'autres mondes sociaux, etc., ça permet de se décentrer et pas d'utiliser seulement ces catégories-là. Et je pense que c'est le gros problème aujourd'hui de la recherche. Il y a de plus en plus de travaux en sociologie dite de l'environnement, mais qui, en fait, reproduisent des catégorisations naturalistes, c'est-à-dire en fait il y a des écologistes qui observent une nature qui est extérieure à eux, il y a toutes ces questions de le carbone qui c'est une abstraction, et ça reste une abstraction, on ne réfléchit pas à qu'est-ce que ça veut dire le carbone derrière, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui travaillent et qui s'emparent de cette question-là. Bref, il y a tout un intérêt je trouve, à se nourrir des humanités environnementales, etc., comme le fait entre autres la political ecology déjà. Et enfin, pour ces questions justement de diffusion qui sont pas si évidentes, on en parlait tout à l'heure, au-delà de la recherche, qu'est-ce qu'on fait dans le monde syndical, dans le monde militant. Et en fait, moi, tout de suite, je sors d'une formidable expérience d'enseignement, d'enquête collective sur les questions de régénération forestière auprès d'étudiantes qui étaient plutôt militantes. Elles ont toutes participé au soulèvement de la Terre, etc. dernièrement. Et c'était assez intéressant parce que, en fait, quand on enquête, en tant qu'étudiant, on découvre des mondes. Et c'était assez extraordinaire parce que toutes elles sont ressorties de 4 mois à aller voir des forestiers, aller voir des chasseurs, etc., à dire « Ah ouais, en fait, ça fonctionne comme ça ». Et du coup, je trouve l'enseignement, et particulièrement en sociologie, en histoire, etc., l'enseignement par l'enquête, c'est un levier assez important et assez puissant dans ce sens. Oui, merci beaucoup pour toutes les questions. Je réagirai sur 2 points. Je trouve qu'un point qui a pas mal traversé les différentes interventions, c'est à la fois celle de la question du rapport de force et la question de la démocratie, on pourrait dire celle du pouvoir de qui décide quoi. Je pense que c'est intéressant de mentionner une initiative militante récente qui n'est pas directement tout de suite en lien avec les questions écologiques, mais qui a émergé pendant la réforme des retraites, qui est le réseau pour la grève générale, qui a pour vocation à coordonner les différents secteurs en lutte, et qui pour l'instant investit la question des retraites, la question des salaires, la question des conditions de travail, mais qui a aussi vocation à terme à penser aussi la question de sortir du capitalisme et de repenser la production et de redonner le pouvoir effectivement aux travailleurs et aux usagers. Donc voilà, c'était pour mentionner aussi, de dire des initiatives militantes concrètes qui se font là-dessus aussi, au-delà de tout ce qui a été mentionné jusqu'ici. L'autre point, c'est par rapport à la personne ergonome qui évoquait des autres centrales syndicales qui étaient moins investies sur ces questions-là.
Dans ma recherche, j'ai effectivement, parce que j'en mentionne pas dans l'article, mais j'ai aussi interrogé des personnes de la CFDT et de la CFE-CGC. Et la question aussi, c'est pas seulement être pour ou contre la transition, mais c'est être pour ou contre quelle transition. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de la CFE-CGC, ils sont complètement en phase avec la transition portée par Total, et même ils encouragent à aller plus vite. Alors qu'à la CGT, ils sont pas contre une transition, mais pour une autre transition. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant. Et au niveau de la CFDT, j'ai pas encore énormément enquêté, mais ce que j'observe, c'est plus, ils sont plutôt favorables à la transition, tout en reconnaissant que ça peut être du greenwashing, mais surtout il y a aussi des enjeux de concurrence locale en disant voilà, la CGT s'est alliée avec Greenpeace et c'est complètement décrié au niveau de la CFDT en disant mais pourquoi vous êtes allié avec Greenpeace, ça doit rester au niveau de l'entreprise, ça doit rester au niveau du syndicat, nous au niveau du syndicat on fait pas de politique. Donc il y a cette question-là qui est centrale aussi au sein de l'espace syndical, c'est est-ce que le syndicaliste doit faire de la politique ou pas? Et le champ syndical est assez clivé là-dessus, et même au sein même de, par exemple, la section CGT de Grand Puy, il y a aussi, j'ai notamment interviewé une personne qui était contre le fait que la CGT fasse de la politique. Donc ça, c'est une question aussi importante, c'est sur les enjeux écologiques, mais de manière plus générale, sur les conceptions du syndicalisme. Merci. Très rapidement, mais quand on entend la conversation, et c'est passionnant, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore réussi dans cette alliance, et tout ça est assez jeune. Je parle de nous du point de vue des écolos. Et c'est de démontrer que le capitalisme n'est pas écologiste. Et d'une manière, et que l'écologie n'est pas capitaliste, ou que la solution écologique n'est pas capitaliste. Et de fait, alors il y a un gros vernis vert, il y a du gros greenwashing, mais dès qu'on gratte, ça ne tient pas. Et Macron est tout sauf un accélérateur de la transition. Et c'est pas pour rien qu'il a été condamné pour une action climatique dans le cadre de l'affaire du siècle, et qu'on défonce ça en permanence. C'est tout sauf des accélérateurs de la transition, au contraire. Parce qu'ils veulent maintenir le capitalisme et ils veulent maintenir les inégalités de richesse en place. De même que ni Total, ni Carrefour, ni aucune des entreprises multinationales aujourd'hui qui met du vert partout n'est un acteur de ces transformations. Au contraire, ils veulent surtout pas de transformation structurelle réelle. Et donc, d'une certaine manière, tant qu'on considérera finalement que l'écologie c'est le capitalisme et qu'ils sont porteurs de cette transformation-là, on n'y arrivera pas. Et c'est là où la question de l'urgence, il faut la retourner. Il y a urgence à reprendre le pouvoir et à réorienter la machine parce qu'il y a une véritable urgence climatique, parce qu'il y a une véritable urgence en termes de biodiversité, de limites planétaires, etc. Mais d'une certaine manière, la première urgence, dans ce cas-là, c'est de ne pas croire ce discours et de ne pas se laisser avoir. Le capitalisme n'est pas le bras armé de l'écologie et vice-versa, quoi. Pour partager aussi, voilà, avec vous tous, des voies intermédiaires, alternatives, qui se situent également sur des approches clairement pluridisciplinaires, aux confins de la psycho du travail, de la psychodynamique, de l'ergo, de l'économie, qui est entre autres le référentiel de l'économie, la fonctionnalité et la coopération. Et il me semble que dans tout ce qu'on se raconte depuis ce soir, la question de la coopération, elle est super importante, parce que c'est pas de savoir tant qui du capitaliste, du prolétaire, ou de savoir du syndicaliste, de l'ONG, ou de je ne sais pas quoi. C'est qu'à chaque fois sur les problématiques qui sont posées là, de comment est-ce qu'on fait pour préserver la ressource, qu'elle soit naturelle ou humaine, sachant que l'humain, il fait partie de la nature, c'est de se dire voilà comment intelligemment on peut mettre en débat et en discussion les contraintes des uns et des autres, cheminer, parce qu'on voit qu'on peut arriver vite fait sur le conflit, comme vous le disiez, sur des positions vives. Si au sein de la CGT, il y a des fois opposition, moi c'est vrai que ça questionne de l'extérieur, flûte quoi. Alors, donc sur la question de la coopération, pour vous inviter éventuellement aussi à cheminer sur ce type de voies alternatives qui peuvent réconcilier et faire en sorte qu'on prenne soin les uns des autres. Merci. Merci.